Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur les Sentiers du Réel, je m'appelle Alexis, aujourd'hui on va parler d'alchimie et de magie, donc une autre facette de l'alchimie peu connue, avec un spécialiste que vous connaissez peut-être déjà, avec Pascal Bouchet, qui était déjà venu justement sur les Sentiers du Réel en 2015, nous parler du rapport entre le chamanisme et l'alchimie, une vidéo très intéressante que je vous conseille d'aller voir si ce n'est pas encore fait. Voilà, on va accueillir directement Pascal. Comment vas-tu Pascal? Bonjour Alexis, très bien, voilà, toujours content de pouvoir parler sur cette chaîne qui, ma foi, je trouve, marche de mieux en mieux et qui a de plus en plus de succès, et à juste titre d'ailleurs. Voilà. Aujourd'hui, tu vas nous parler d'alchimie et de magie. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que je ne connaissais pas. Je savais que la magie existe partout, dans les spectacles d'illusionnistes, etc. Mais voilà, c'est donc une toute autre facette que tu vas nous présenter aujourd'hui. Alors, je te laisse parler parce que je sais que tu as beaucoup de choses à dire. Alors tout à fait, là, quand on parle de magie, en fait, je pense que tu faisais allusion à l'illusionnisme. Donc voilà, l'illusionnisme est une partie où on va justement manipuler les illusions. La magie, l'art magique des transmutations, ce que j'appelle moi en alchimie, c'est vraiment, en fait, ce sont des enseignements qui nous viennent de l'Antiquité, des écoles des mystères. Et nous touchons vraiment à la racine, au fondement de ce qu'on appelle les sciences occultes. Ça, c'est vraiment la magie. Et la plus grande magie qu'il y a pour les alchimistes, ce n'est même pas la magie. Magie, par exemple, faire tomber la foudre, déplacer des objets à distance, comme certains mages faisaient dans l'ancien temps. Mais la véritable magie, la plus difficile, c'est celle de pouvoir arriver à se transformer. Et les alchimistes ou les occultistes se sont aperçus qu'en effet, il était beaucoup plus facile d'apprendre à déplacer des objets à distance si vous y, je sais pas moi, si vous consacriez toute votre vie, toute votre énergie, votre concentration, votre vitalité à le faire, vous y arriverez. Mais le plus difficile, c'est d'arriver à se transmuter soi-même, à se transformer. Voilà. Alors ça, c'est la plus haute magie qui nous vient de l'Antiquité. Et d'ailleurs, je suis parti sur cette piste dans le fait que même dans une des traductions du mot alchimie, on retrouve ce principe de base de ce qu'on appelle l'art magique. C'est-à-dire que l'alchimie, une des versions de l'origine du mot alchimie, viendrait de alchemia. Alors, c'est une vertu divine et magique. Je précise bien magique. C'est ce que dit d'ailleurs Fulcanelli dans un de ses remarquables ouvrages, où il nous dit que le al serait une vertu divine, enfin une vertu magique. Et chemia nous ramènerait à ce qu'on appelle la terre noire, en référence à Kemet, qui était le nom qu'on donnait d'ailleurs à l'Égypte ancienne. Alors, évidemment, les adeptes du tout égyptien ont dit, ça y est, l'alchimie nous vient de l'Égypte. Mais c'est pas ça. C'est vraiment la terre noire. Alors, il faut bien décoder. Pour comprendre ça, on pratique ce qu'on appelle la langue des oiseaux, qui est aussi un langage magique. Et ce langage a plusieurs portées. Déjà, le hal, qui est une vertu divine et magique, les alchimistes l'appellent le feu secret. Et ils nous disent que ce feu secret, c'est un esprit qui est en toute chose. Et les alchimistes, considérant que toute chose possède un esprit en son sein, un esprit originel, cet esprit, il l'appelle le feu secret, et il l'appelle la racine de toute chose. D'ailleurs, il appelle la racine le pivot du grand œuvre en alchimie. C'est pour vous dire, on l'appelle le soufre secret, le feu secret, le soufre incombustible et fixe, enfin bref, tous les noms alchimiques. Mais ce qui est très important, c'est qu'avec ce mot alchemia, on met l'importance sur ce al, qui est une vertu divine et magique, et qui, selon la terminologie alchimique, est la racine de toute chose. Donc, si c'est la racine, c'est intéressant, parce que si on regarde après le mot kémia, kémet, la terre noire, là aussi il faut traduire. Qu'est-ce que c'est que la terre noire? La terre, c'est un terrain, c'est un domaine. Et le noir n'est pas une couleur en alchimie, il faut le savoir, le noir comme le blanc ne sont pas des couleurs, ne sont pas des teintures, enfin, ce ne sont pas des couleurs. Donc le noir, c'est le symbole de l'absence de la lumière. Alors, le noir, la lumière, le blanc est le symbole de la lumière. Le noir est l'absence de lumière. Donc, qu'est-ce que c'est que l'absence de lumière? C'est ce qui est invisible. C'est ce qui est inconnu. Et par extension, véritablement, la terre noire, c'est ce qui est occulte. D'accord? Donc, si la terre est un terrain, c'est un domaine. Et le noir, c'est l'occulte. Donc, bref, alchemia, c'est la racine des sciences occultes. C'est la racine des domaines occultes. Alors, les domaines, c'est les sciences. Et donc, alchemia, alchimie, c'est la racine des sciences occultes. Voilà. Al, la racine de toute chose, la vertu divine et magique. Et chemia, kemet,
le domaine de l'occultisme, les sciences occultes. Donc, alchimie, alchémia est la racine de toutes les sciences occultes. C'est pour ça que je pense que je fais des cours, par exemple, sur l'alchimie et les traditions initiatiques. Toute tradition, science initiatique, véritablement initiatique, que ce soit n'importe quoi, hein, que ce soit de la Kabbale, que ce soit de l'hindouisme, que ce soit du yoga, que ce soit de la théurgie, par exemple, eh bien, est véritablement initiatique quand elle a un fondement alchimique. Alors là, je parle de l'alchimie dans le sens large du terme. C'est donc, si c'est la racine des sciences occultes, c'est vraiment l'art magique par excellence. D'ailleurs, c'est tellement vrai qu'on pourrait faire des jeux de mots, hein, mais l'alchimie, le grand œuvre, certains lui donnent le nom de magistère, hein, ce qui nous ramène à la magie de la Terre. Et ce qui nous ramène d'ailleurs au texte fondateur de l'alchimie occidentale, qui est la table d'émeraude, où Hermès Trismégiste nous dira « Tu séparas le subtil de l'épais, la terre du feu avec grande industrie ». Eh bien, c'est cette grande industrie où on va séparer le subtil de l'épais, la terre du feu, la vertu magique de la terre, hein, qui est fondamentalement la véritable alchimie. Voilà. Alors, donc, quelque part, l'alchimie, le grand magistère, c'est apprendre à maîtriser le feu dans sa terre. Voilà. Alors, pour aller un peu plus loin, parce que là, je rentre un peu dans des choses comme ça, des belles théories, pour aller un peu plus loin, il est évident que l'alchimie, c'est avant tout l'art des transmutations. Alors, les transmutations, c'est l'art des... moi, j'appelle ça l'art des métamorphoses de l'âme, par exemple. Et dans la théorie alchimique, tous les alchimistes nous disent, quel que soit... alors, c'est un langage allégorique, vous comprenez bien. Quand on vous dit qu'on va transmuter les métaux, on nous montre, par la loi de la résonance, comment arriver à transmuter son âme en soi-même, comment arriver à la faire évoluer, hein, par les lois de la transmutation. Et l'axiome de base en alchimie, c'est que toute chose a un feu intérieur qui est endormi, qu'on appelle l'esprit, hein, qui est un esprit originel, cette racine, ce hal de kémia. Et toute chose est transmutable en alchimie, hein, uniquement par ce feu. Celui qui n'arrive pas à éveiller ce feu secret, qui est un peu dans un état de torpeur, cet esprit endormi, engourdi, hein, dans les ténèbres de la substance, celui qui n'arrive pas à éveiller ce feu secret, eh bien, sans ce feu secret, il est inutile de vouloir opérer quelque transmutation que ce soit. C'est ce qui fait la différence entre l'alchimie et la chimie, par exemple, minérale ou métallique. C'est que les transmutations, les dissolutions, etc., ne se font pas avec des agents externes, mais se font par ce feu interne. Il faut éveiller. Alors, il est important, hein, pour cela de voir que finalement, qu'est-ce qui est à la base d'une transmutation ? Eh bien, les philosophes qui étaient des alchimistes, hein, les alchimistes qui étaient des philosophes, excuse-moi, les philosophes de la nature, s'est aperçu que dans l'univers, tout évoluait. Mais ils se sont aperçus que qu'est-ce que c'est qu'une transmutation, qu'est-ce que c'est qu'une évolution ? C'est un passage entre deux états. Un état imparfait, par exemple, hein, ou immature, on va dire, avec un état plus parfait, plus mûr. D'ailleurs, c'est tellement vrai que les alchimistes, dans leur allégorie métallique, vont vous dire que, par exemple, les métaux imparfaits, comme le fer, comme par exemple le plomb, sont des métaux immatures. Et que les métaux parfaits, comme l'argent ou l'or, sont des métaux mûrs, sont les mêmes métaux mais plus mûrs, arrivés à un stade de maturité. Et ça va tellement vrai que quand les alchimistes disent qu'ils vont transmuter les métaux, ils disent qu'ils vont les faire mûrir. Voilà. Donc c'est intéressant de voir ça parce que finalement tout ce qui est à la base, je dirais, des transmutations, des métamorphoses, c'est l'art de l'évolution. Hein, ça va faire mûrir, c'est faire évoluer les métaux. Hein, on comprend bien. Donc en fait, ce que pensent les alchimistes, c'est que si nous-mêmes, dans notre, par exemple, on va dire que notre ego est quelque chose d'imparfait, ce qui est vrai. Bon, il y a des qualités, hein, attention, je ne vais pas diaboliser l'ego, mais il est imparfait dans le fait qu'il n'est pas fini. D'ailleurs, il est intéressant de noter à ce propos, hein, que, par exemple, D'Espagnet, qui était un grand alchimiste, nous dit lui-même que par rapport aux 7 jours de la création, eh bien, dans la Genèse, on voit les 7 jours de la création, hein, l'homme, lui, n'en est qu'au stade de la 4e journée. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas fini les 7 jours de la création, et qu'est-ce qu'il entend par là ? C'est que l'homme n'est pas fini.
Il n'est pas fini, nous ne sommes pas finis. C'est pour ça qu'on n'est pas tout à fait parfait, qu'on se fout sur la gueule, qu'il y a la guerre, que voilà, tu vois, les trucs, tu vois tout ce qui se passe, quoi. Tout simplement parce qu'on est un peu comme des gamins, c'est un peu encore l'anarchie, on n'est pas mûr. Donc nous, en alchimie, on va proposer justement de rentrer dans la voie de l'évolution et d'apprendre cet art délicat des transmutations. Alors, il est évident que ce n'est pas un art facile. Et pour cela, je suis obligé de revenir aux fondamentaux, c'est à savoir que l'alchimie nous vient de ce qu'on appelle l'école hermétique. Bon. Alors, l'école hermétique, c'est Hermès. Hermès, vous savez, dans le panthéon grec, par exemple, c'est un dieu très particulier. C'est-à-dire que si vous regardez, tous les dieux ont leur position. Vous avez Zeus dans le ciel, Poséidon dans les mers, Hadès dans le monde souterrain infernal. Chacun a sa place. Hermès, lui, c'est le messager des dieux, il va partout. Il va en haut, il va au milieu, il va en bas. Il va même dans le monde des mortels. C'est un messager. Or, qu'est-ce que c'est un messager? Un messager des dieux. Un messager, c'est quelqu'un qui porte les messages. Et donc, un messager, c'est un intermédiaire. Un intermédiaire entre l'expéditeur et le destinataire. Donc, Hermès, en tant que messager, il est dans les intermédiaires. Donc, l'hermétisme, c'est la science des intermédiaires. C'est pourquoi tout le langage hermétique, il faut lire entre les mots, entre les lignes, entre les textes. Il faut apprendre à voir qu'est-ce que c'est les liens qu'il y a entre les auteurs, entre les époques, entre les religions, entre les livres, et même entre les règnes. Ça va très loin. Là, on parle de la langue des oiseaux, qui est un des supports de l'alchimie et la magie. Mais plus que ça encore, en tant qu'intermédiaire, qu'est-ce qu'il y a mieux que l'art des transmutations? L'art des transmutations, c'est ce que j'appelle, moi, l'art du passage d'un état imparfait à un état plus parfait. Vous avez vu, on a parlé à travers les maturations, le mûrissement. C'est un passage délicat entre un état immature et un état plus mûr, entre un état imparfait et un état parfait. Donc, je dirais quelque part, l'alchimie, c'est la science des transmutations. La science des transmutations, c'est l'art des passages. Et tout ce qui va toucher l'alchimie, c'est l'art délicat d'Hermès, des intermédiaires, l'art des passeurs. Voilà. Et je pense qu'il n'y a pas plus haute magie que l'art des passeurs. D'ailleurs, c'est très important parce que moi, la première fois que j'ai rencontré un chaman péruvien, alors bon, je sors de l'alchimie, que les alchimistes puristes m'excusent, cette digression, mais quand j'avais vu un chaman, la première fois que j'ai vu, je me suis dit, j'ai vu de suite que c'était un vrai chaman. La première chose qu'il nous a dit, moi, chez moi, dans mon pays, nous, les chamans, nous sommes des passeurs. Boum. Le mot était allongé, était aligné, et je savais que j'avais affaire à un hermétiste. Alors, certes, pas un hermétiste occidental, descendant d'Hermès grec, etc., parce que c'est un péruvien, n'a rien à voir, et d'ailleurs, il ignorait tout de la mythologie grecque et tout. Mais comme c'est une école universelle, on va s'affranchir des mots qui sont liés à la culture, au support, et on va voir ce qu'il y a derrière. Et véritablement, je me dis, ce chaman, c'est un alchimiste, et c'est un vrai magicien. Alors, l'art magique des transmutations, elle est très difficile, parce que... d'abord, ça vient d'un constat des hermétistes, qui part du principe que l'homme est un microcosme fait à l'image du macrocosme. On en avait déjà parlé dans l'ancienne conférence, mais c'est un fondement. Et ils se sont aperçus qu'en effet, dans l'univers, tout évoluait. Tout était en perpétuelle évolution. Ce qui n'est pas toujours le cas chez nous, parce que l'homme, bon, bien sûr, nous évoluons, nous sommes bébés, on grandit, on pousse, on vieillit, etc. Mais au niveau de notre image de nous, de ce que nous croyons être, nous sommes dans cette illusion de fixité. Alors, on avait déjà vu ça aussi par rapport à l'alchimie et le chamanisme, mais c'est un fondement. Cette illusion, elle est très importante parce qu'elle nous montre de suite à quoi nous allons avoir affaire dans la magie. Qu'est-ce que nous devons transformer et qui est très difficile, c'est-à-dire les résistances de l'ego. Parce que l'ego part du principe qu'il est une image immuable, inchangeable. Comme je le disais déjà dans l'ancienne conférence, l'ancienne interview, moi je vous parle, j'ai toujours l'illusion d'être toujours le même au début de la phrase qu'à la fin de la phrase. Or, c'est complètement faux. Le temps a coulé, la vie a coulé, et je ne peux pas être le même il y a 5 minutes, j'existe déjà plus il y a 5 minutes. Et pourtant, j'ai l'impression d'être toujours le même. Donc ça, c'est une illusion. Bon, elle est importante, cette illusion, parce qu'elle permet de fixer les choses dans ce monde concret, etc. Mais les choses sont beaucoup plus fluides que cela. Et donc, dès que vous allez commencer à toucher à l'art délicat
je dirais même un peu dangereux, l'art du passage, des transmutations, vous allez avoir une levée de bouclier de la part de l'ego, des résistances au changement. C'est là qu'intervient la magie. Alors, il est évident que vous allez avoir cette levée de bouclier. Alors, un des fondements de base, je dirais, de l'art des transmutations en alchimie, l'art des métamorphoses de l'âme, c'est que les alchimistes partent du principe que quelles que soient les opérations que vous allez rencontrer dans le grand œuvre, les phases, il y en a des multiples, avec par exemple des phases d'assation, des phases de sublimation, des phases d'humidification, des phases de dissécation, des phases de précipitation, sublimation, coagulation, etc., etc. Toutes ces phases-là, séparatio, etc. Toutes ces phases-là que tu vas avoir, ne sont que le résultat d'une seule et unique opération préalable, qu'on appelle la dissolution. Tout le grand art et le grand mystère de la magie et de l'art des transmutations d'alchimie se résumerait à cette connaissance très particulière qu'on appelle l'art de la dissolution. Alors, oui, la dissolution, c'est quoi? Alors, c'est vrai que quand on regarde en alchimie, tous les principes qui touchent à la dissolution, qui sont souvent liés aux premières œuvres d'ailleurs, qu'on appelle l'œuvre noire, sont souvent représentés par des phases dites traumatiques. Décapitation du corbeau, décapitation de la vipère rexa, démembrement, etc. Et si on regarde bien, finalement, ces opérations, pourquoi elles sont traumatiques? En fait, elles ne sont pas traumatiques. D'ailleurs, quand un alchimiste dit qu'il va dissoudre un métal, il dit qu'il va l'ouvrir, selon les règles de l'art, et l'ouvrir pour le rendre vivant. Et ça, c'est très important. Et alors, pourquoi ces images sont traumatiques? Tout simplement, c'est la peur de l'ego, la peur du changement. Comme l'ego part du principe que la vie, c'est d'être fixe, immuable, inchangeable, or que le principe de base de la vie, c'est ce qui coule, qui est le mouvement, l'onde, pour l'ego, la vie, c'est la mort. Bon, on l'avait déjà vu tout ça. Mais c'est important de revenir là-dessus. Parce que du coup, tout ce qui touche l'ouverture à cette vie, passe par la mort illusoire de cette fixité immuable. Puisqu'il y a confusion de la mort et de la vie, pour vivre, c'est mourir pour l'ego. Donc on comprend pourquoi toutes les phases dites délicates de l'alchimie sont basées sur la dissolution. Elles sont donc très importantes parce que c'est en cela que tient la magie de l'alchimie. La connaissance, l'art, l'ouverture, l'art des dissolutions. Alors, moi je vous donne souvent des conseils, je dis, comment ça se fait qu'on a, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand tu veux changer, on a des hautes aspirations. Tout le monde a des hauts idéaux, enfin tout le monde a un idéal, il voudrait être comme ci, il voudrait être comme ça, et puis dès qu'il se met sur le chemin pour y arriver, il y a des blocages, il y a des défenses, et même pour être honnête, il faut être honnête quand même. Moi je regarde, je vois bien, il y a une partie de nous-mêmes qui nous laisse avancer comme ça. Mais dès qu'on arrive à un certain seuil, paf, blocage. C'est comme s'il y avait un cercle autour de nous. Alors, je disais, on doit faire un stage comme ça de développement personnel, etc. Bon, tant que c'est sympa, que ça te fait plaisir, tout va bien. Dès qu'il y a réellement changement, risque de changement radical, alors de suite, il y a levé de bouclier. Et ces levées de bouclier, elles sont terribles. Pourquoi? Parce qu'elles viennent d'où? Alors, elles viennent de nous, ce qu'on appelle, on appelle l'ego, mais ça ne veut rien dire, l'ego. C'est une image de ce qu'on croit être. Mais en fait, ça vient de ce qu'on appelle, nous, en nous, la racine de l'ego. Et cette racine de l'ego, on le représente par le gardien du seuil, dont on a déjà parlé. Et ce gardien du seuil, c'est lui qui est le garant de la structure de notre ego. C'est notre creuset que la nature nous a donné. En fait, si on va très très loin, on peut se demander finalement si on faisait sauter complètement l'ego, si on se séparait, nos molécules ne voleraient pas en éclats finalement. Ouais, ça à se demander. Bon, ça n'empêche pas que malgré tout, les alchimistes, sans vouloir tuer l'ego, c'est pas le but, parce qu'on a un creuset, en alchimie on travaille avec ce creuset, mais arriver quand même à opérer cet art de transmutation, c'est-à-dire que cette force de coagulation, cette force de rétraction qui nous empêche d'évoluer, ce terrible dragon, en nous-mêmes, qui est la peur de la mort, tout simplement, il faut arriver à le chauffer, à le dilater, et nous permettre ainsi d'évoluer, parce que si la cristallisation est totale, on ne peut plus évoluer. Il n'y a plus de mouvement. Et il n'y a plus d'évolution. Donc, c'est comme ça, c'est pathétique. Moi, je vois des personnes qui meurent
même à 80 ans, avec des conflits de petits enfants qu'ils avaient, avec des stratégies de défense du gamin quand il était petit, par rapport au cauchemar, par rapport à ceci, par rapport à des complexes d'Oedipe, par rapport à des trucs, et ils meurent, ils gardent leur conflit jusque dans le cimetière, jusqu'à 80 ans. Ça, c'est pathétique. C'est pathétique. Et ça, c'est absolument impardonnable pour un alchimiste, intolérable pour un alchimiste. Un vrai magicien doit être capable de s'affranchir de ça. Un vrai magicien doit être capable de s'affranchir de cette illusion, de ce masque, de ce qu'il croit être. Parce que c'est ça la magie. D'ailleurs, la magie, dans le mot magie, il y a le mot image. Et donc, l'image de soi, un vrai magicien se doit d'abord être libre de cette image. Si tu veux manipuler les images, on parlait d'illusionniste tout à l'heure. Si tu veux avoir une action dans ce monde qui est dans le monde des images, nous sommes dans le monde des formes, nous sommes dans le monde des images, nous sommes dans ce qu'on appelle Maya, l'illusion. D'accord ? Bon, un vrai magicien, il va s'affranchir de ça, mais en fait, ce n'est pas s'affranchir, c'est s'échapper de ce monde d'images, de ce monde de Maya, de l'illusion. Il veut apprendre à le maîtriser. Mais pour apprendre à maîtriser ce monde d'illusion, il faut s'en affranchir. Et ça commence par sa propre image de soi. Donc, si tu parles, tu vois que là, on touche à quelque chose de très, très délicat. Parce que ça va très loin. L'image de soi que l'on a est tellement importante, fixe, il est tellement important qu'elle soit figée et immuable, qu'on en vient à figer le monde entier. Toutes les choses sont figées. C'est comme ça que tout est mort dans ce monde, quasiment. Et donc, le but, quand tu vas commencer à vouloir, toi, te transformer, tu vas aussi changer le monde. C'est très étonnant. Et ça, c'est de la très haute magie. Et si tu veux vraiment changer le monde, il faut aussi te changer à l'intérieur. L'image que l'on a du monde est tellement désastreuse qu'elle correspond aussi quelque part à ce que nous voyons, nous, qui est désastreux en nous-mêmes. Donc tout l'art des transmutations qui permettent d'agir aussi dans le monde, c'est bien beau de vouloir agir dans le monde en se disant, voilà, je vais faire des formules magiques, secrètes, tu vois, ça sera, changer, faire déplacer des baguettes, faire du poltergeist, je vais envoûter un tel, c'est très beau, mais si tu n'es pas capable de le faire intérieurement, ça ne marchera pas, ça ne tiendra pas, ça sera toujours extérieur. Donc toute une partie de ce travail va consister justement à apprendre, à évoluer et à rentrer dans le chemin délicat, dans la voie délicate des transmutations. Alors comme je disais, on a en nous-mêmes ce terrible gardien du seuil. Alors il faut savoir que les alchimistes considèrent ce gardien du seuil comme la première matière sur laquelle ils vont travailler. Ils l'appellent l'horrible dragon, certains l'appellent Saturne, on le ramène aussi à Satan, le diable, c'est Seth chez les Égyptiens. Donc tu vois, Saturne, Seth, Satan, c'est toujours le même truc, c'est un peu l'adversaire. Et pourtant, selon les alchimistes et même la tradition initiatique, c'est lui, le gardien du seuil, qui a les clés de tous nos pouvoirs. C'est lui qui possède, qui est le détenteur de ce coffre-fort dans lequel sont enterrées toute notre divinité. Alors, il faut revenir un petit peu au fondement de l'alchimie, qui part du principe que nous sommes tous à l'origine ce feu secret qu'on appelle le Dieu qui est en nous-mêmes. Nous sommes tous à l'origine un pur esprit divin, une lumière divine, mais c'est sous l'action d'un mystérieux agent, nous disent les alchimistes, cette lumière du monde qui était infinie, immortelle, éternelle, vivante et toute puissante, eh bien, s'est condensée petit à petit pour donner naissance à la création matérielle, physique, telle que nous la connaissons. Comme nous, selon la tradition hermétique, nous sommes un microcosme fait à l'image du macrocosme, tu comprends bien, que nous-mêmes, nous avons en nous-mêmes cette lumière qui est à l'origine du monde, enfin en tout cas notre petite lumière en nous-mêmes, est faite à l'image de la lumière du monde. Donc pouvoir accéder à cette lumière qui est en nous-mêmes, qui s'est condensée pour donner naissance à ce bonhomme de chair, de sang, avec l'ego, avec tout ce que tu veux, eh bien l'origine, c'était une pure lumière divine. Alors, il ne s'agit pas d'être nostalgique. Certains vont parler de nostalgie, du passé, nous étions des purs esprits avant de nous incarner, etc. Et que maintenant, il faut se repentir et qu'il faut quitter ce monde, cette vallée de larmes pour revenir. Non, pas du tout. Il faut se rappeler qu'à l'origine, c'était une pure lumière, à l'origine de la création, qui était là avant même la création, c'est-à-dire avant même l'espace-temps. Donc, elle est immortelle. Donc, si ça s'est passé pour l'univers, ça s'est passé pour nous-mêmes.
Donc, cette lumière qui est en nous-mêmes, ce n'est pas une lumière du passé, puisqu'elle est immortelle. Elle est éternelle. Elle est infinie. Donc, elle est là. Mais la seule chose qui fait qu'elle ne se manifeste pas, elle est dans les ténèbres. Nous, les alchimistes, on dit que c'est une lumière qui luit dans les ténèbres du corps. Hein. C'est-à-dire qu'on prend dans les ténèbres du corps, c'est quoi? C'est la vitalité biologique. Et dans les ténèbres du corps, c'est l'inconscient. C'est ça les ténèbres, ce qui n'est pas conscient, pas visible. Hein. Rappelle-toi la couleur noire, la terre noire, de Alchemia, la terre noire. Hein. Et donc, cette vertu divine et magique enfouie dans la terre noire, qui est en nous-mêmes, elle est dans l'inconscient. Et c'est elle qui possède toutes les divinités qui sont en nous-mêmes. Mais voilà, elle est enfermée, elle est emprisonnée par ce terrible geôlier qui est le gardien du seuil, qui est la racine de notre ego, qui est la peur de la mort. C'est-à-dire cette illusion de pouvoir perdurer à travers la fixité et quelque chose d'imbougeable, inchangeable. Or, c'est impossible, puisque cette lumière est la vie, est vivante, elle coule, c'est une onde. Donc, pour pouvoir aborder, il faut affronter ce terrible dragon. Voilà. Alors, c'est pour ça que moi, je donne souvent le cours Alchimie et Magie, c'est un des derniers cours. On a vu tous les principes de base de l'alchimie, qu'est-ce que c'est l'art des transmutations, les protocoles du grand œuvre, parce que nous sommes faits tous fondamentalement pareils, hein, quelles que soient nos cultures, hein, nos traditions. Et donc, il y a des protocoles inchangeables dans les transmutations. Et une fois qu'on a abordé ces protocoles, moi, je donne des cours où j'apprends, par exemple, l'alchimie et les traditions initiatiques. On va voir qu'est-ce qui fait que l'alchimie est vraiment la racine des sciences occultes. Parce qu'on va avoir des traces de l'alchimie dans toutes les traditions initiatiques. Enfin, véritablement initiatiques. Hein. Je ne parle pas de prêchi-prêcha, de croyances, de mystification ou autre. Je parle vraiment des sciences initiatiques qui permettent justement d'apprendre à se découvrir, à se connaître, à éveiller cette partie qui est en nous-mêmes et apprendre à l'art des transmutations, à évoluer, hein, à mûrir. Voilà. Et donc, je disais par rapport à ça, l'une des difficultés, hein, eh bien, c'est donc justement qu'on entre dans la magie, hein, après tous ces cours, on va commencer à entrer dans la magie des transmutations, c'est-à-dire comment appliquer cette connaissance des transmutations, de la science initiatique, de l'alchimie psychique et spirituelle par exemple, comment dans le quotidien se servir de cet art magique des transmutations, comment apprendre à évoluer traditionnellement toute la journée, comme ça, quotidiennement. Alors cet art magique des transmutations, hein, par exemple, moi je donne des clés. Une des premières, c'est que vous avez remarqué, donc dès que vous allez commencer à aborder un changement, vous allez avoir une levée de bouclier. Alors, moi, ça m'est arrivé, hein, je ne sais pas si j'ai déjà donné cet exemple-là. Par exemple, mes toutes premières conférences que j'allais donner en 2002-2003, quand j'allais à une conférence qui allait être importante, je ne le savais pas à l'époque. Et quand j'allais à une conférence, je suis très sensible à la langue des oiseaux, aux signes. Hein. Et chaque fois que j'allais faire une conférence qui s'avéra après importante, j'avais des signes traumatiques. Et des mauvais signes, hein. Des corbeaux, des cadavres, de chiens sur la route, des accidents des fois, des pompiers qui passaient. Voilà, vraiment des signes, pour moi, dans ma grille de lecture, mauvais signes, quoi. Le 13, enfin bref, des trucs. Bon, chacun a sa grille de lecture, hein, attention, hein, je n'ai pas diabolisé ni le 13, ni les pauvres corbeaux qui n'ont rien fait. Mais dans ma grille de lecture, voilà, le corbeau, c'est l'œuvre noire, c'est machin, c'est pas terrible, c'est la mort. Voilà. Et donc, le 13 aussi, c'est l'arcane numéro 13 du tarot. Donc, j'avais dans ma grille de lecture des signes vraiment inquiétants. Et même pour dire, des fois même, les signes étaient tellement forts que des fois ils m'empêchaient même, ils me ralentissaient. Par exemple, des bouchons, des embouteillages, des choses. Donc j'arrivais presque en retard, avec des obstacles terribles. Et plus j'avais une levée de bouclier énorme, plus j'avais des signes traumatiques, et plus je peux t'assurer que la conférence allait être énorme, superbe. Ça allait bien se passer. Plus l'impact allait être énorme. Et c'est là que j'ai compris que c'était normal, parce que on a beau croire que l'ego est stupide et idiot, il a quand même un sixième sens. Et il sait à l'avance, quand vous allez faire quelque chose, si il va y avoir un impact ou pas. Par exemple, comme je te disais tout à l'heure, hein, tu vas faire un gentil stage de développement personnel où tu vas te sentir bien, un peu mieux, tu vas rêver, on va te faire rêver avec des histoires, etc., merveilleuses, hein. On va te parler des spiritualités, tout ça, bon, très bien, tout va bien, l'ego il va pas t'emmerder, puis bon, ça va. Par contre, si vous allez faire un stage où on va vraiment vous allez être transformé, il le sait à l'avance. Il y a des signes.
Voilà, quand je suis allé au Pérou, moi j'ai eu des signes terribles. J'ai cru que j'allais arriver en civière là-bas, hein, pour te dire. Hein. J'ai tout eu. Les rages de dents, la fièvre, j'ai cru que j'ai tout eu. Les ennuis des papiers, le passeport qui n'arrivait plus, qui était perdu, toutes les merdes possibles, imaginables, tous les obstacles. Et vraiment, je voulais y aller. Et je savais à l'avance, avec tous les signes que je voyais, toutes les choses effrayantes, je savais que ça allait être très bon. En tout cas, l'ego, il le sait. Parce que l'ego, il a un instinct de survie. Et lui, il sait d'avance, même toi, tu ne le sais pas, hein, mentalement, tu ne sais pas, tu vas faire un stage, tu t'inscris, tu ne sais pas si ça va être bon. Lui, il sait d'avance. Il commence à avoir les poils qui se dressent sur la peau. Hein, et je veux t'assurer que ça va être bon. D'ailleurs, c'était tellement vrai, j'en ai refait un autre de stage là-bas. Et j'avais une de mes élèves qui connaissait le même chaman, qui avait suivi tous les cours, y compris alchimie, magie, a décidé d'y aller. Elle a dit, je vais aller au Pérou, je vais faire ce stage. Bon. Et je la vois, et un jour, elle m'appelle, elle me dit, écoute, je vais dire, ça y est, t'as pris ton avion, ton billet, tout ça? Oui, enfin non, j'ai pas encore fait. Je vais, qu'est-ce qui se passe? Ben non, mais oui, je vais le faire. Je vais, ton bus, tu l'as pris? Parce qu'après, il faut prendre le bus là-bas. Oui, je suis en train, j'attends. Puis je voyais que ça traînait, quoi. Genre 15 jours avant, toujours pas de billet d'avion, rien. Et je me dis, mais qu'est-ce que tu fous? Mais j'ai peur, voilà, j'ai peur. Puis en larmes, j'ai la trouille, j'ai jamais eu autant peur. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ah, j'ai fait, si t'as peur, c'est que ça va être bon. C'est qu'il y a bon. Je fais, écoute, tu te rappelles le cours? On a étudié le gardien du seuil. Plus le gardien du seuil est fort, plus il est là, plus ce qu'il cache derrière est important. Tu comprends bien, hein? Si tu as une maison comme ça, il n'y a rien dedans, tu n'as pas besoin de chien de garde tellement féroce. Plus ce chien de garde va être féroce, plus ce qu'il y a derrière est important, a de la valeur. Donc je lui fais, si tu as la trouille, il me dit, je n'ai jamais eu autant peur de ma vie. Et je lui fais, alors c'est que ça va être très très bon pour toi, il faut que tu y ailles. Je lui fais, t'as vu Alchimie Magie? Tu as eu suivi le cours? Comment aborder le gardien du seuil? Alors maintenant, il faut mettre l'application. Alors évidemment, hein, c'est là qu'on passe de la théorie à la pratique en alchimie. Et il faut avoir les couilles, il faut avoir le courage d'y aller. Hein. Donc évidemment, la base même du fondement de la magie, ce n'est pas de faire des trucs comme ça, des envoûtements, d'avoir des amulettes de partout, d'arranger ces petites affaires par derrière, d'éliminer les concurrents, d'embouter machin, ou de se taper telle nana parce qu'on a envie, on va lui envoyer des sorts. Non, mais il y en a plein qui font ça, tu as des bouquins entiers là-dessus, attends, faut pas déconner. C'est pas ça. La vraie magie, et c'est ça, c'est commencer à avoir l'audace, c'est cette capacité d'affronter ce gardien du seuil. C'est le chemin du guerrier. Ça commence par là. Donc voilà, dans mes cours, on aborde le chemin du guerrier, comment aborder le gardien du seuil. Alors évidemment, hein, il y a des techniques. Il y a plusieurs techniques. Par exemple, la prudence. C'est bien d'être prudent parce que là aussi, c'est important. Hein, je reviens sur un des fondements de l'alchimie, c'est que finalement, les alchimistes considèrent que toute chose est vivante et possède un esprit. C'est tellement vrai que même eux, chez eux, il y a des esprits métalliques. C'est-à-dire, même les métaux ont leur esprit. Donc ça va loin. Et donc vous comprenez bien que quand vous commencez à rentrer dans l'art magique des transmutations, c'est une transmutation déjà spirituelle de votre esprit, de votre âme qui commence. Hein. Parce que le corps, lui, il change, il évolue, il suit la nature. Hein, vous voyez, vous vieillissez, vous grandissez, vous mûrissez, vous les cheveux qui deviennent gris, etc. Mais c'est l'âme et l'esprit qu'il faut transmuter. C'est à nous de faire cette part de travail. La nature, elle fait le sien de travail. On vieillit. Donc là, quand vous commencez à travailler, à changer le monde, vous rentrez dans le monde des esprits. Donc quand je vous parle de boucliers, de choses qui vont arriver, vous allez avoir des esprits qui vont s'opposer à votre évolution. Donc de suite, par rapport aux esprits, il y a des stratégies. Alors donc je dis, il faut être prudent, par exemple. Hein. Donc toutes les prudences, par exemple, je parle du chemin du guerrier, vous allez rentrer dans le chemin du guerrier, vous allez commencer à appliquer les règles de la guerre. Par exemple, vous avez vu que on n'est pas toujours obligé de se battre sabre au clair, avec l'étendard, ou un petit peu comme à l'époque où il y avait la guerre, un petit peu sous Waterloo, ou à cette époque-là, hein, où c'était « je vous en prie, messieurs les Anglais, tirez les premiers », où tout le monde arrivait en rang comme ça, puis chacun tirait son tour, blam, blam, tout le monde tombait. On s'est aperçu qu'il y avait d'autres formes de guerre qui étaient beaucoup plus efficaces, comme des opérations commando.
Et donc, il faut apprendre, on a vu avec le temps qu'on a arrêté de mettre des tuniques rouges qu'on voyait de très loin et qu'on a commencé à se mettre des tenues camouflage. Voilà. Alors, par exemple, une des bases, les fondements de l'alchimie, de l'occultisme, je dirais, c'est déjà commencer à mettre ces tenues camouflage, ne pas être une cible dans tous les esprits. Parce que ceux qui ont un ego super développé, je sais faire ci, je sais faire ça. Eh bien non, la tenue camouflage, c'est l'humilité. Voilà pourquoi vous verrez, les grands occultés sont des fois des personnages très humbles. Des fois même, vous les connaissez pas, ils sont là, ils sont habillés comme ça. Ouais, ces petits bonhommes. C'est pas tellement parce que ils sont obligatoirement merveilleux et tout. C'est parce qu'ils sont pas fous. Ils vont pas aller chercher les emmerdes, ils vont pas provoquer les esprits. Ils vont pas se mettre des tuniques rouges en disant c'est moi, voilà, je fais la guerre avec un étendard comme ça. Ils ont leur tenue camouflage. Après, vous pouvez apprendre plusieurs techniques, la patience par exemple. Comme un chasseur qui veut commencer à avoir sa cible, un sniper par exemple. Un sniper, il va se mettre dans l'ombre comme ça, et puis il va attendre. Il va tirer qu'une seule fois. Il ne peut pas tirer, c'est pas un mitrailleur, il ne va pas mitrailler. Il va tirer qu'une seule fois, mais ça va faire mouche. Oui. Alors par exemple, alors pourquoi je vous dis ça? C'est pas pour emmerder les autres, mais c'est par rapport à soi-même. Notre ego a toujours des arguments. On croit que la peur de l'ego se manifeste toujours par des poils qui se dressent, ou par des terreurs, par des cris, par des sueurs. Pas du tout. La peur de l'ego se manifeste très souvent à travers une pseudo-sagesse. Il est raisonnable, l'ego. Tu es fou, malheureux, mon Dieu, mais tu vas faire ça, mais qu'est-ce que tu vas devenir? Mais alors ta situation, et que vont dire les autres de toi? Et puis alors, mais tu vas aller chez les chamans, mais tu es fou, c'est dingue, c'est des sauvages, avec des plumes et tout. Et tu vas dans ce pays dangereux, il y a des voleurs, tu vas jamais revenir. Oui, puis c'est vrai, puis c'est pas raisonnable, puis c'est pas bien, tu comprends, Et oui. Donc là, vous devez avoir des arguments. Et oui, parce que votre ego, des fois, il faut le remettre à sa place. Et donc, il faut avoir des arguments. Alors, des fois, vous avez l'argument qui fait mouche. Vous laissez l'ego parler toujours, vous envoyez cette batterie de toutes bonnes raisons pour ne pas y aller, vous laissez comme ça, des tonnes, et puis tu vas faire ceci, puis tu vas faire cela, puis tu vas perdre de l'argent, et puis ça va te coûter cher, et puis tu vas revenir comment, et puis tu vas avoir mal au dos, et puis tu vois déjà t'es enrhumé, et puis gna, et puis gna. Et puis au bout d'un moment, il faut arriver à se centrer, vous trouvez l'argument qui va bien. Non mais ça c'est de la magie, je vous parle du chemin du guerrier. Donc tout l'art de transmutation va commencer à savoir dialoguer avec son ego, savoir affronter ce terrible dragon et affronter cette peur. Parce qu'à un moment ou à un autre, bien sûr, il faut l'affronter, la peur. Mais si vous avez des arguments, si vous avez quelque chose, des outils avec vous, vous avez les armes. Après, vous avez l'inverse, vous avez la mitraillette. Arrosé avec la mitraillette, vous allez sulfater vos ennemis à tout va, c'est pareil. Quand vous commencez à avoir tous les arguments. Alors attention, quand je vous parle de l'ego, on est dans le monde de l'esprit. Alors dans le monde de l'esprit, votre ego va se servir, puisque nous sommes dans un monde où les choses nous se reflètent l'une à l'autre, l'intérieur microcosme avec le macrocosme. Des fois, votre ego va se servir des arguments des gens qui y a autour de vous. C'est les gens eux-mêmes qui vont dire « mais t'es fou, mais tu vas aller là-bas, mais tu n'imagines pas, il va t'arriver des trucs incroyables et tout ». Et là, vous pouvez arroser à tout va. C'est-à-dire, vous avez une batterie d'arguments. Oui, mais ça, c'est comme ci. Oui, mais ça, c'est cela. À chaque truc, tu vas balancer plein d'arguments. Et c'est bien en soi-même aussi, des fois. Ça rassure un peu le mental. Parce qu'il est évident que si on est honnête, réellement, cette rencontre brutale avec le gardien du seuil ne peut pas se faire brutalement, justement, comme ça. Elle ne peut pas se faire en une fois. On a des voies dites préparatoires. Comme disait le gardien du seuil, le dragon, on va en faire le tour, on va lui rogner les ongles, lui limer les griffes, lui limer les dents aussi. Voilà, on va essayer de l'amadouer, d'apprendre à le connaître, et petit à petit, pour un petit peu à le surmonter. Alors évidemment, dans cette école, le but, c'est pas de tuer le dragon. On croit qu'on va le tuer, mais l'ego, il ne meurt pas. Le but, c'est d'arriver à ce qu'on appelle ouvrir. C'est ça en alchimie. On en revient aux fondamentaux. Pourquoi je vous parle de lutte de gardien du seuil, de chemin du guerrier, de combat? Le but, c'est d'arriver à dissoudre. La meilleure image que je puisse avoir par rapport à l'ego, je l'avais déjà donnée, mais elle est importante, c'est que tu le chauffes, il devient incandescent, il se dilate. Tu arrêtes de le chauffer, il se rétracte.
Donc l'ego, il a toujours cette force de rétraction. Donc quand tu vas le dissoudre, quand tu vas l'opérer, commencer à passer les phases de transmutation, tu vas apprendre à ouvrir. Tu vas apprendre à dépasser ce cercle que cet ego a mis autour de toi, en te disant tu ne peux pas passer ce cercle. Tu vas apprendre à le faire. Et c'est là que le chemin du guerrier va commencer à t'apprendre. Voilà. Alors je parlais du chemin du guerrier, hein, mais même dans le chemin du guerrier, il y a plusieurs techniques. Il y a des techniques où tu peux planifier à l'avance. Tu vas te dire, bon, je vais mettre ça, je vais faire ça, je vais m'inscrire, je vais faire ci. Donc tu as une évolution régulière, hein, qui va se mettre en place. Mais quand tu vois qu'à un moment donné, tu arrives à ce fer qui est autour de toi, cette limite infranchissable, là tu te dis, bon, il faut que j'arrive à passer par d'autres outils. Et comme souvent, c'est souvent la raison qui va te dire, non, ne va pas plus loin, là il y a un danger, il y a un truc, tu vas être obligé d'entrer dans ce qu'on appelle la voie du fou. Voilà. Et oui, parce que là, on parle de la voie, l'art des passages. Or, il ne faut pas être sage pour passer la voie des passages. Il faut être un peu fou. Hein. Et donc, le monde de la raison, c'est aussi le monde des limites. Hein, c'est très intéressant d'ailleurs, il y a un passage dans Fulcanelli qui nous cite les questions de Dampierre. On voit la tête de la gorgone Méduse, un monstre pétrifiant, hein, où il est écrit la sagesse est la gardienne des choses, la prudence est la gardienne des choses. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que l'effigie, la tête de la gorgone Méduse, ce monstre horrible, pétrifiant et précipitant, était mis sur le bouclier de la déesse de la sagesse, Athéna. Donc la prudence est la gardienne des choses, et en dessous, sur un autre caisson, dans la même série, il est écrit « En dehors du dragon qui veille, les choses ne sont pas gardées ». Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu veux évoluer, si tu veux sortir de ta prison, de ta geôle, de ce que tu crois être, de prison des apparences, si tu veux libérer ton esprit intérieur, ta vraie divinité, en dehors de ces limites sclérosantes, eh bien tu vas devoir passer outre la sagesse et la raison. C'est là que commence la voie du fou. Hein, alors voilà, moi je vous donnais, voilà, j'ai des fois des patients qui viennent me voir, on me dit voilà, j'ai tel problème, je vais aller au théâtre, et ben je fais tu y vas. Mais on va appliquer la technique de la voie du fou. Parce qu'à chaque fois, on dit oui, je veux faire ça, mais j'y arrive pas. Ouais, je fais, inscris-toi, par exemple, tu veux être acteur, inscris-toi comme acteur. Oui, mais la personne va s'inscrire, mais ne va pas y aller. Un jour, elle aura la grippe, un jour, ça sera l'anniversaire de son fils, un autre jour, il y aura un truc. Voilà. Donc, tu vois, il y a toujours des raisons, il ne faut pas s'inquiéter. Si le fait d'aller à des cours de chant va pouvoir vraiment l'épanouir et l'apprendre à changer et à devenir réellement elle-même, toutes les batteries vont faire en sorte que sa voiture même va tomber en panne. Toutes les batteries vont se mettre en place pour l'empêcher de changer, parce que l'ego a peur de changer. Donc à partir de ce moment-là, je dis tu vas appliquer ce qu'on appelle la voie du fou. Alors c'est un truc que j'ai appris moi quand j'étais gamin, j'avais 12 ans. J'étais sur le prof nous avait donné à la piscine des cours de c'était une journée spéciale plongée, donc on plongeait du plongeoir. Donc on avait commencé au 1er mètre, on avait fait les 3 mètres, arrivé aux 5 mètres, bon j'arrivais à sauter, mais pour plonger impossible. Et donc j'arrive un jour comme ça sur le haut du plongeoir, comme ça, et c'était à la fin du cours, hein. Et je bloque, mais tu sais, tétanisé. Alors ça, c'est typique le gardien du seuil, mais c'est typique, quand tu es bloqué. C'est pas pour rien qu'on représente d'ailleurs ce gardien du seuil, entre autres par la gorgone Méduse, qui pétrifie, qui rend littéralement pierre, parce que cette peur te fige. Pourquoi? Ben, c'est le but, hein, c'est pour t'empêcher d'avancer qu'elle te fige, elle te bloque, top, immobile. Et donc je suis resté kéblo comme ça, mais attends, une demi-heure. Hein. À un moment, tout le monde s'en va, ils vont tous se changer dans les vestiaires, le prof et tout. Et le prof revient des vestiaires, il me voit tout seul comme ça sur le plongeoir, bloqué, sur le bout du plongeoir. Alors, il m'a dit, écoute mon vieux, maintenant que ça suffit, tout le monde est parti, là, je compte jusqu'à 3. Si à 3, ou tu plonges, ou tu descends du plongeoir. Tu fais l'un ou l'autre. Et alors, au moment où il commence à compter, moi c'était impossible. Je ne pouvais pas me résoudre à redescendre. C'était impossible parce que c'était une honte pour moi. C'était vraiment une honte. De céder comme ça devant ma peur, et puis c'était mon rêve de savoir plonger. Et d'un autre côté, le vertige, ce bassin qui était si bas. Et au moment où il se met à compter, j'ai une petite voix qui m'a dit, écoute, plonge d'abord, tu réfléchiras après.
plonge d'abord, on verra après ce qu'on prend comme décision. Comme j'arrivais pas à prendre une décision, voilà, cette petite voix m'a dit, plonge, laisse-toi tomber, tu décideras après ce que tu fais. Alors c'est ce que j'ai fait, j'ai basculé, et là je ne pouvais plus faire marche arrière. Donc j'ai dû adapter mon plongeon et arriver dans l'eau, ça s'est très bien passé. Bon, eh bien c'est ce que j'appelle, voilà, c'est la technique du parachutiste. On est encore dans le chemin du guerrier, hein, voilà, ou la voie du fou. Et donc je dis à une personne, vous allez voir faire des cours de théâtre et tout, vous vous inscrivez, vous payez tous les cours jusqu'à la fin de l'année, et vous vous inscrivez, vous mettez votre nom et vous vous engagez, signez hein, avec un papier et tout, comme quoi vous êtes un des acteurs principaux sur la pièce que vous allez faire en fin d'année, etc. Donc après, hein, vous pouvez avoir le rhume, votre fils peut avoir son anniversaire, il peut y avoir la grève du métro, du bus, tu y vas quand même. Tu y vas, t'as payé, tu t'es engagé, ton nom est sur la fiche qui va être annoncée. C'est la technique du parachutiste, c'est-à-dire voilà, je m'engage, je signe jusqu'au bout, après je réfléchis. J'y vais pas, on verra après. Voilà, ça c'est la technique, c'est une des techniques de la voie du fou. Une des autres techniques de la voie du fou, c'est, enfin dans le chemin du guerrier, hein, je parle. Une autre technique, c'est de faire ce qui est imprévu. Parce qu'une autre problématique vient du fait. Rappelle-toi, la sagesse est la gardienne des choses, le dragon qui veille. Notre mental, notre ego, planifie, gère tout, il fige tout dans son monde, un peu comme une araignée dans sa toile. Et donc tout ce qui est prévu, etc., il va être rassuré. Hein. Donc en fait, il prévoit énormément à l'avance. Il a même des stratégies de défense, cet ego, pour ne pas changer. Ce qui fait qu'il t'attend au tournant. Quand tu vas commencer à changer, à arriver sur un truc, il va être là, parce qu'il a déjà prévu. Donc il y a un moment donné où tu es toujours pris un peu, tu as toujours ce cercle qui t'attend, tu as toujours ces frontières qui sont là, parce que il réfléchit, l'ego, il n'est pas idiot, il n'est pas bête, c'est le mental quand même, tu vois. Donc il réfléchit bien, il prévoit un peu comment tu vas faire, par où tu vas aller, oui, comment il va te bloquer. Donc il y a un moment donné où tu vois que comme cette peur va se manifester à travers la raison, et c'est ça le pire, il y a beaucoup de raisons de sagesse. Par exemple, le côté sécuritaire, tout ça, on va dire c'est bien, mais en fait c'est la peur qui est derrière, c'est pas la sagesse. Eh bien, comme tu as affaire à la sagesse, eh bien tu vas agir à contre-pied, tu vas faire des actes imprévus, imprévisibles. Voilà. Alors dans la voie du fou, hein, comme ça, tu peux, tu as une inspiration, tu sens un truc, paf, tu le fais de suite. Hein. Quelqu'un te dit tiens il y a un machin, oui hop j'y vais, c'est demain j'y vais, c'est imprévu tu vois, et apprendre à faire des choses quand tu sens que quelque chose peut être bon pour toi, tu ne mets pas en place, tu fais rien, tu y vas, tu fais les trucs. Ou alors tu as d'autres manières hein, d'agir, hein. Par exemple je disais c'est la loi des inverses. Alors, j'avais vu ça, je ne sais pas si tu as vu Little Big Man un petit peu, avec Dustin Hoffman, Little Big Man, le film. Voilà, donc lui, il se fait éduquer par des Cheyennes, c'est un blanc, hein, et dans sa tribu, il y a, parmi les guerriers, il y en a un qui est complètement taré, mais taré de chez taré, il fait tout à l'envers. On l'appelle, je ne sais plus le nom des Indiens, mais c'était un inverse. Alors il paraît que ça fait partie des guerriers les plus dangereux pour les ennemis. Et ce mec-là, il monte son cheval à l'envers, il se couche le matin, il se lève le soir, il dit bonjour quand il veut te dire au revoir, il dit au revoir quand il te dit bonjour, il te dit je t'aime quand il te déteste, il te dit que je te déteste, etc. Il se lave avec du sable sec, il se sèche avec de l'eau, enfin bref, il fait tout à l'envers. Eh bien, c'est un peu ça aussi qu'on peut faire dans l'art des transmutations, quand tu vois que tout a une logique. Dans l'ego, quand tu veux affronter ce dragon qui a sa logistique, sa raison d'être, tu le prends à contre-pied, tu fais un acte complètement inversé, tu fais l'envers de ce que tu devrais faire. Voilà. Alors moi, il m'est arrivé des trucs bizarres. Hein. Une fois, j'étais parti dans la forêt, alors je me gare dans un endroit, et je vais dans un endroit et je touche un lieu où je sens vraiment des esprits, il se passe quelque chose. Donc, je commence à me mettre en méditation, et à ce moment-là, j'entends des esprits, j'entends des bruits près de ma voiture, au loin là-bas, j'entends des bruits. Et tout le temps de la méditation, j'ai eu un truc qui m'a parasité. C'était, j'ai peur qu'on me vole ma voiture. J'ai peur qu'on me vole ma voiture. Est-ce que j'ai fermé à clé? Est-ce que j'ai fait ceci? Est-ce que j'ai fait cela?
Donc il y a un moment, tu dis, tu t'en fous, tu vois, carrément. Il y a même un... Bon, enfin bon, je ne veux pas parler maintenant de technique comme ça, parce que c'est pas... il faut que ça fasse partie d'une logique, hein, de tout un truc. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans le cours. Mais quand tu vois l'art du passage, qui est un truc très délicat, il y a en effet des voies ou des pratiques que tu peux faire pour apprendre. Pourquoi? Pour apprendre à changer, pour apprendre à évoluer. Alors que ce soit la voie du fou, elle est importante parce que la voie du fou, qu'est-ce que c'est un fou? En alchimie, Fulcanelli nous dit que les alchimistes utilisent une matière qu'on appelle le mercure en alchimie, c'est ni plus ni moins Hermès d'ailleurs, et que ce mercure, les pèlerins l'appellent, c'est l'agent principal de l'œuvre, celui avec lequel on va œuvrer tout au long du grand œuvre, qui va passer par toutes les phases de transmutation. Et ce fou, enfin ce pèlerin de grand œuvre, ce mercure, on l'appelle le pèlerin et le fou du grand œuvre. Et ce nom est ainsi nommé parce que ce pèlerin est ainsi nommé parce que on l'appelle le fou parce qu'il nous dit que le fou vient du vieux français fol folis, qui signifie les soufflets. Et il argue du fait que voilà, tout le mercure en alchimie, le pèlerin du grand œuvre, les fous étaient traditionnellement représentés avec un soufflet. Alors si tu regardes le mot soufflet, ça nous vient du mot spiritus, l'esprit. Donc la voie du fou, c'est la voie de l'esprit. Et c'est là que tu t'aperçois que... alors évidemment, au début, ça peut paraître dualiste, mais celui qui suit la voie du fou, elle existe. Hein, on la retrouvera chez des bouddhistes, par exemple, ceux qui suivent la voie du moine fou. On la trouvera chez des soufis, hein, par exemple avec Nasruddin Hoxha, celui le fou qui était sage. On la trouvera chez des chamans, comme je viens de le mentionner. Et la voie du fou permet de prendre à contrepartie, à contre-pied, la logique sclérosante de l'ego, du mental, qui a pour but de toujours maintenir fixes les choses. Bon, alors évidemment, hein, on en revient au fondement de l'alchimie et la magie. Le but de la magie, ce n'est pas seulement de revenir dans le monde de l'esprit, mais c'est de pouvoir donner à l'esprit cette capacité d'action et de ne pas l'entraver. Donc c'est tout un travail dans la voie du fou, de prendre par exemple ce qui est lié à notre logique de sécurité, de tout préparer, de tout faire, d'apprendre à ressentir les choses et à faire les choses sur l'instant présent. Comme tu le sens, tu le fais. Et comme ça, les choses d'abord sont plus vivantes, et ensuite, l'ego est désarçonné. Parce qu'il ne peut plus planifier, tu vois, te prendre à contre... Il ne peut pas. Tu le prends à contre-pied, tu es imprévu, tu es imprévisible. Et apprendre à faire des actes imprévisibles, même, tu verras toujours, hein, des fois, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi. Tu vas dans la rue, tu vois quelqu'un qui fait la manche, etc. Tu dis, ouais, mais voilà, le mec qui fait la manche, peut-être c'est un feignant, il va s'acheter à boire, etc., etc. Voilà, de suite, l'ego va te mettre une panoplie de bonnes choses. Et moi, quand ça me prend, quand j'entends tous ces discours qui arrivent en moi-même, rien que pour faire chier, je donne. Je prends un contre-pied. Parce que si ton cœur te dit, tiens, pourquoi tu ne donnes pas, ne cherche pas. Et donc, tu apprends à faire des choses à contre-pied. À donner quand tu ne devrais peut-être pas donner, à faire des choses comme ça. Toi, hein, quand, par exemple, tu te trouves aussi dans une situation où des gens de traquenard, un petit peu, c'est bizarre ce que je dis, mais il arrive des fois dans la vie, ça peut être dans le travail, hein, on te fait un plan pour te virer ou pour te prendre en faute, etc. C'est là qu'il est bien d'agir complètement à contre-pied. Complètement à contre-pied. L'autre chose, par exemple, dans la voie du fou, c'est le but, c'est d'arriver à s'affranchir de l'image que l'on donne de soi, mais aussi l'image que les autres ont de toi. Et donc et c'est ça par contre, la voie du fou est extrêmement importante et agissante. Parce on ne s'imagine pas à quel point, et là c'est là que la magie exige que l'on sorte de cela, à quel point nous sommes, affiliés à l'image que l'on projette de soi, mais à l'image que les autres ont de nous. À quel point on est assujetti, complètement. Or, si on veut suivre la voie du fou, un vrai alchimiste, un vrai mage doit d'abord être libre. Un mage, s'il veut commander aux esprits, il doit être capable de s'affranchir des esprits. Donc, il doit être capable de vouloir s'affranchir de ce monde, de cette image qu'il a de lui, que les images projettent sur lui. Donc, il est intéressant de voir que, par exemple, si vous êtes toujours pondéré, sérieux, de savoir être fou, imprévisible,
Si vous dansez jamais, pourquoi pas danser, hein, quand vous êtes en boîte. Si vous avez envie de chanter, pourquoi pas chanter. Si vous êtes plutôt frileux, pourquoi pas affronter le froid. Pourquoi pas? Pourquoi toujours être obligé de dire ah oui, moi je suis comme ci, moi je suis comme ça, hein, moi tu sais, moi je me connais, hein, mon caractère, je vais te dire voilà, moi je suis plutôt comme ci, voilà. Moi avant c'était ça, hein, mais moi là, je suis dans le sud, j'habite dans le sud, jamais tu me feras baigner dans de l'eau froide, hein, ça n'existe pas, hein, c'est que les tarés, hein, moi le midi il faut au moins que ça fasse 30 degrés la flotte, etc. Bon, mais non, mais pourquoi pas? Pourquoi pas se baigner? Voilà, j'ai appris en Bretagne, me baigner dans l'eau un peu plus fraîche. Et puis oui, et pourquoi pas moi je voyage jamais, je bouge pas. Hein, moi je suis plutôt sédentaire. Et pourquoi pas voyager? Tu vois? Ça commence par là. Parce que bon, évidemment, la magie c'est deux choses. En alchimie, on a deux symboles, ce qu'on appelle Sol et Luna. Solve et coagula. Donc d'un côté, il faut d'abord apprendre à se libérer. Et avant même de vouloir, comme certains mages, petits malins le font en lisant des bouquins, apprendre à manipuler les choses, apprendre à commander aux esprits, apprendre à vouloir agir dans la matière, il faut déjà apprendre à s'affranchir des esprits. Si vous voulez commander aux esprits, il faut d'abord être capable de s'en affranchir. C'est souvent le problème avec le pouvoir. Parce que c'est souvent ça qu'on voit dans la magie, dans l'art occulte. Et dans l'occultisme qui a souvent été parasité par cela. Les personnes qui suivent la voie de la magie se font souvent avoir par la quête du pouvoir. Or, la problématique est là. Si vous voulez avoir le pouvoir, il faut être capable déjà de vous passer du pouvoir. Le pouvoir, c'est une énergie, c'est comme la drogue. Tu vois, c'est comme l'héroïne. Le pouvoir est, comment dire ça? C'est stimulant, mais en même temps c'est grisant, mais en même temps c'est asservissant. Quand tu vois des gens de pouvoir, par exemple, hein, que ce soit des politiques ou autres, des personnes qui ont vraiment du pouvoir, même dans le monde occulte d'ailleurs, ces hommes de pouvoir croient qu'ils ont beaucoup de pouvoir. Or c'est faux. C'est le pouvoir qui les a. Tu vois? Donc ce sont des gens qui sont au service du pouvoir. Ce ne sont pas des vrais mages. Donc ils ont beaucoup de pouvoir, mais parce qu'ils obéissent au pouvoir. Ils sont au service du pouvoir. Alors déjà, si vous voulez vraiment le pouvoir, et là on parle de magie, hein, en alchimie magie, il faut déjà être capable de s'affranchir de ce pouvoir. Il faut être capable de s'en passer. Parce que là où la plupart des gens, je dirais, se fourvoient, et crois-moi, dans le monde occulte, il y en a beaucoup, même des gens qui ont beaucoup de pouvoir d'ailleurs, hein, là où ils se font avoir, c'est justement dans cette quête de pouvoir. Cette nécessité de pouvoir. Pourquoi? Parce que la quête de pouvoir, ça vient de l'ego. Or, l'ego, c'est justement celui qui va t'empêcher de changer. Donc, tu vois, la boucle est bouclée. Hein. L'ego, il est très malin. Hein. Il va te dire, tiens, voilà, bon, il avance dans ce domaine-là, il va absolument évoluer, il a pris le chemin du guerrier, etc. On va trouver un autre moyen de le cristalliser, hein, de le bloquer. Hein. Allez, hop, la quête du pouvoir. Le mythe du surhomme, toi. Tu vas devenir un surhomme. Mais en fait, c'est quoi le surhomme? C'est encore l'ego. C'est encore l'ego. C'est pas la vie. Parce que l'ego, c'est une image fixe, figée. Donc je maîtrise, je domine le monde, je suis le maître, je suis au milieu de ma toile d'araignée, et voilà. Mais c'est encore l'ego. Votre divinité qui a tous les pouvoirs, les véritables pouvoirs en vous-même, du coup est encore enfouie, est encore enterrée. Donc voilà, c'est là aussi la voie du fou, c'est une voie où, par exemple, pourquoi pas opérer sans rien attendre. Hein, c'est vraiment le lâcher-prise, hein, en fait, hein, si tu veux. Pourquoi faire les choses en attendant toujours un retour avec cette logique du mental de l'ego? Pourquoi faire des actes avec des résultats? L'ego va commencer à agir comme ça librement. Pas l'ego, le fou. Pardon, tiens, c'est marrant ça. Oui, l'ego va pouvoir te laisser agir librement si tu apprends à le dissoudre, si tu apprends à faire des choses. Donc j'en reviens à cette histoire de solve et coagula. Là, nous sommes dans l'état de solve, c'est-à-dire à libérer cet esprit de cette prison. L'autre partie, c'est ce qu'on appelle Maya, l'art de l'image, l'art de la magie. C'est-à-dire comment tu dissous le fixe, c'est-à-dire tu vas dissoudre tes principes, ton image fixe, rigide de toi, ton carcan, tu vas pouvoir l'élargir, l'assouplir, le faire fondre pour pouvoir évoluer, hein, changer. Mais l'autre côté, après, une fois que tu as tout dissous, tes illusions par exemple, structure sclérosante de l'illusion, de cette image de toi, tu découvres, toi, tes vraies aspirations. Admettons, hein, ce qu'on appelle solve
dissous le fixe, et tu découvres du coup ton esprit, ta véritable nature, ton pouvoir intérieur. Et là, le deuxième problème se pose, c'est comment réaliser. Voilà. Alors moi, j'ai vu des états, où on s'est retrouvé des fois, on a tous à un moment des états d'ouverture, d'exaltation, même si ça ne dure pas, que l'ego remet les limites, où on a l'impression d'être illuminé, de comprendre tout, le monde, l'univers, d'être dans un état merveilleux, puis patatras, le lendemain, les impôts te tombent dessus, ta femme te plaque, bref, adieu lumière, adieu illumination. Et le deuxième tour de force va consister à coaguler, à réaliser ses aspirations dans ce monde-là. Ça, c'est aussi la plus haute magie. Ce qu'on appelle coagula en alchimie, c'est-à-dire que c'est bien beau d'arriver à retrouver cet état spirituel, mais on voit bien qu'il ne tient pas longtemps, qu'il est fugitif, qu'il est volatile. C'est le principe qu'on va voir. Et donc maintenant, il va arriver, et l'autre partie de la magie, c'est à réaliser ses rêves, ses aspirations, à les matérialiser, à rendre cet état aussi fixe, permanent ici-bas, qui ne soit pas toujours changeable, toujours dépendant des changements de situation, ballotté comme un brin de paille dans les vagues, dans les océans, avec le bien, le mal, les bons états négatifs, positifs, qui soit stable et permanent, fixe ici-bas. Et ça implique la réalisation aussi des rêves. Donc là, tu travailles avec les règles de la magie. C'est intéressant parce que dans le mot magie, tu as le mot image. Et donc, un des plus grands principes de la magie, ce qu'on appelle luna en alchimie, la lune, coagula, tu vas le faire par l'imagination. L'imagination est la voie royale du magicien qui veut réaliser ses aspirations, ses rêves. Donc d'un coup, tu sublimes, tu apprends à te retrouver toi, quel est ton véritable rêve, ton sens, ton projet sens, quelle est ton âme. Tu libères un peu ton esprit, et après tu vas lui donner les moyens de se réaliser ici-bas. Et là c'est coagula, et ça va le faire par le biais de l'imagination. Il va falloir visualiser les choses en soi-même. Apprendre, alors il y a d'autres facteurs dans coagula, contrairement à tout à l'heure on a vu tout ce qui était pour dissoudre, maintenant on va voir pour ce qui est de coaguler, de réaliser. Eh bien, tout ce qui est de l'ordre de coagula, dans l'art des transmutations, c'est de réaliser un nouvel état plus parfait, eh bien, il y a le facteur temps qui intervient. L'imagination et le temps. Le temps, c'est-à-dire que si tu as un projet, eh bien, tu vas devoir apprendre à réitérer, et longtemps, patiemment. Le facteur temps va permettre d'incarner les choses. Le temps, c'est Chronos, c'est encore Saturne, d'ailleurs. Ah, voilà, ça y est, notre ego commence à être utile. Il va nous servir à quelque chose. Une fois qu'on l'a bien dissous, qu'on l'a bien attendri, on va voir que c'est grâce à cet ego qu'on va pouvoir réaliser nos aspirations, nos rêves. C'est ce que faisaient, par exemple, les poètes, qui avaient été inspirés par les muses, et après ils se mettaient au travail pour pouvoir réaliser dans la matière, à travers soit leur poésie, soit leur peinture, soit leur sculpture, ces œuvres. Et là intervient le facteur temps, la magie, l'imagination. Voilà. Et tout ce principe en nous, entre Sol et Luna, l'esprit, et le pouvoir coagulant de la matière. Parce que le but, bien sûr, tout ce que je disais tout à l'heure par rapport à dissoudre l'ego, j'ai un peu tendance à le diaboliser, mais non. Cet ego, c'est quoi? La racine de l'ego, c'est les forces de coagulation de la matière. C'est pourquoi la prudence est la gardienne des choses. Ce dragon est à l'origine de la sagesse, de l'univers, parce que c'est par cette force d'attraction, cet ego qui attire tout, la couverture à lui, on le retrouve en nous, c'est le poids de la matière, la dureté, la force de cohésion, qui sont en nous-mêmes, qui permettent la garantie des structures, je dirais du creuset dans lequel nous sommes. Et l'alchimiste qui a appris à ne plus être assujetti, illusionné par cette force d'attraction, une fois qu'il est comme le pouvoir, tu comprends? Une fois qu'on n'est plus assujetti par ce pouvoir, pris par lui, dépendant, une fois qu'on s'en est libéré, alors après on peut maîtriser le pouvoir. Donc on va se servir de cette force de coagulation, cette force de cristallisation que l'on a en nous-mêmes pour réaliser, pour incarner les plus nobles et les plus belles aspirations, nos rêves en fait. Car c'est le but réel de l'alchimiste et du grand mage, ce n'est pas seulement de fuir de cette prison de la matière pour foutre le camp dans un autre monde spirituel, quitter cette vallée de larmes, mais bien au contraire arriver à incarner les principes de l'esprit, à incarner le monde des esprits, à incarner les esprits.
Nous sommes dans un monde, comme nous sommes libérés de cette image, où nous avons accès après à plein d'aspirations, à plein d'esprits, car les esprits sont là, ils sont partout. Nous ne les voyions pas avant parce que nous étions dans notre illusion d'ego, d'image, de ce que l'on croit être, qui nous empêche de voir ce que les choses sont. Une fois qu'on a accès à ce monde des esprits, le deuxième but va être de pouvoir de réaliser ce que l'on a vu, ce que l'on a senti, ces idéaux, ces images, ces lumières, à les incarner. Alors ça peut être à travers, après, vous vous servez de l'imagination, car la première chose que l'imagination peut te permettre de faire, c'est la nature qui nous a donné ce principe-là. L'imagination, on imagine que nous, c'est une spéculation mentale. C'est pas du tout ça. L'imagination, c'est comme un fluide. C'est une énergie avec laquelle vous allez pouvoir mettre des courants, des forces, des ondes, des énergies en forme. C'est la première chose qui va se faire. C'est un petit peu comme le liquide amniotique dans lequel le bébé va pouvoir commencer à se prendre forme. L'imagination, d'ailleurs, on l'attribue à la Lune, le pouvoir de la Lune. L'imagination, c'est quelque chose qui vous permet, vous commencez déjà à coaguler quelque chose. Alors, évidemment, là aussi, l'imagination, c'est beau. Tout le monde veut être mage, tout le monde veut réaliser des images, de belles images. Mais là aussi, personne ne maîtrise son imagination. Et le premier travail du mage et de l'alchimiste, dans l'art des transmutations, va consister à apprendre à maîtriser son imagination. Comment te dire ça? Si je suis en colère, c'est que, par exemple, j'ai un patron. Bon, voilà, le patron me vire, etc. J'ai les boules. Bon, moi, qu'est-ce que je vais faire? J'imagine dans ma tête de suite, je le flingue, je le tue. Voilà. Bon, je vais pas le faire en vrai, parce que j'ai pas envie d'aller en tôle. Tu comprends bien, donc, bon, voilà, on se retient, je vais pas le tuer. En plus, le mec est peut-être plus costaud que moi, bref. Du coup, je vais juste l'imaginer, ma colère. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on oublie, c'est qu'on est réellement des êtres magiques. Nous sommes des êtres magiques que la nature a créés. Et donc, avec mon imagination, qu'est-ce que je fais? Je donne un corps, un habit, une image à une énergie qui est quelque chose de métaphysique, de spirituel, mais une image qui va commencer à agir dans le monde invisible. Alors, évidemment, je ne vais pas le tuer, ce patron. Mais voilà que cette image va voyager et c'est une créature vivante, c'est une entité. Et un jour, quelqu'un à l'autre bout du monde va savoir pourquoi, parce qu'il est dépressif, parce qu'il n'est pas armé pour résister à ça, cette image va arriver en lui, et le mec va tuer quelqu'un. Après, il va se retrouver au tribunal, il va dire, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai eu une envie de le tuer, et je l'ai tué, je ne sais pas pourquoi. Alors c'est lui qui va être condamné au tribunal, mais dans le monde invisible, c'est qui le responsable? C'est aussi toi, parce que c'est toi qui as envoyé à travers l'imagination. Alors évidemment, on a tous des imaginations et on fait tous des choses peu avouables par l'imagination. Mais un vrai mage, il va prendre conscience de ça. Parce que si tu veux, c'est là, on peut être un être humain, on n'est pas mature, on n'est pas mûr, donc on est immature, donc on fait des choses parce qu'on ne sait pas inconsciemment. Donc évidemment, moi, dans mon imagination, combien de fois quand j'étais jeune, j'imaginais que je tuais un tel, que je tuais tel ennemi, que je pendais un croc de boucher, que je me tapais telle gonzesse, que je faisais, bon bref, tout ce qu'on a envie, quoi, ou les colères, les machins, bon c'est normal, on est immature, on est comme des gosses. À partir du moment que tu rentres dans la magie, tu commences à savoir et tu commences à avoir des responsabilités. Et un véritable mage commence à avoir à partir du moment qu'il rentre dans ce domaine-là, il sait qu'il a des responsabilités. Et là, il lui sera demandé des comptes. Un vrai mage est responsable de ses actes, il est responsable de ses pensées, il est responsable de ses émotions, il est responsable de son imagination, qui est un outil extraordinaire avec lequel, s'il veut, il peut réaliser. Il peut concrétiser tous ses plus beaux rêves, ses plus belles aspirations. Voilà. Donc il a un outil formidable, mais à partir du moment où il sait qu'il a cet outil, il est aussi responsable de ce qu'il ressent, de ce qu'il pense et de ce qu'il a envie de faire. Voilà, donc déjà, la véritable magie, c'est commencer à être maître de son imagination. Si vous avez la maîtrise de votre imagination, un petit peu comme un cheval fougueux qu'il va falloir dompter, eh bien, vous pourrez réaliser beaucoup de choses. Alors évidemment, l'imagination, c'est pas facile, parce que des fois, l'imagination elle-même se joue de nous. On est victime de son imagination. Combien de fois ça arrive
Voilà, des fois, il y a des gens qui viennent te proposer un truc et puis t'es parano, tu te dis oula, celui-là, il veut me tendre une embuscade, il veut faire ceci. Je t'ai raconté d'ailleurs tout à l'heure quand on me disait il voulait aller, quand tu vas aller faire quelque chose où tu vas avoir une transmutation véritable, comme par hasard, ton imagination va te tomber dessus. Ça veut dire il va y avoir des levées de boucliers, tu vas avoir des signes horribles et même ton imaginaire, tu te rends compte, tu vas aller dans un traquenard, il va t'arriver ceci, il va t'arriver ça. Donc tu es victime de ton imagination. Le vrai mage est quelqu'un qui va reprendre en main son imagination, son pouvoir. Voilà. C'est ça, les deux attributs, je dirais, du mage, Sol et Luna. Le bâton, la volonté, la force, la volonté, le contrôle. Et de l'autre côté, le bouclier, la coupe ou le cercle autour de toi, avec lequel tu vas te protéger. Tu as l'image, le fluide, cette fluide qu'on appelle l'imagination, c'est le cercle. La volonté avec laquelle tu vas le diriger, c'est le bâton. Voilà, donc c'est tout un travail en alchimie. On va se servir de ces forces-là pour apprendre à ne plus être victime et des esprits, de son imagination. Et le jour où on arrive un petit peu à maîtriser son imagination, alors on peut maîtriser énormément de choses. Ça va jusque dans les rêves, ça va jusque dans ces choses-là. Donc c'est tout un pouvoir, l'imagination, avec lequel la personne peut travailler sur elle-même pour se transformer. Voilà, donc avec, par exemple, en alchimie, on a des correspondances entre, par exemple, les 4 éléments, parce qu'un mage, un magicien et un alchimiste travaillent avec les 4 éléments. Donc la terre, le plan physique, l'eau, le plan émotionnel, l'air, le plan mental, par exemple, et le feu, le plan spirituel. Donc quand vous travaillez avec l'eau, vous vous baignez, quand vous lavez, même quand vous faites la vaisselle, vous pouvez travailler à laver, à nettoyer vos sentiments, vos émotions. Parce que, bon, faut arrêter, on a une image de nous très parfaite, mais on n'est pas pur. On a le cœur, des fois, chargé de crainte, de peur, de désirs pas très clairs, de machin. Et puis, ces choses-là, il faut voir que ça nous limite, ça nous empêche d'avancer. Ces choses-là, c'est des nœuds, c'est ça, c'est comme ça que l'ego nous tient. Donc, quand on travaille sur l'élément eau, on peut apprendre à essayer de laver ses émotions. Moi, quand je prends une douche, je me laisse pénétrer complètement par l'eau et je travaille avec l'imagination. Et l'imagination m'aide. Donc, j'imagine que l'eau me traverse à l'intérieur. Je le sens qui traverse mon foie, mon machin, tout. Je me laisse emporter. Je dis, allez, emporte toutes les saloperies. Je demande à l'ange de l'eau, si on peut appeler ça l'esprit, l'âme de l'eau, d'emporter tout ce qui était mauvais sentiments, ressentiments, émotions, peur, crainte, etc. Pareil, que je balaye ou je passe aspirateur, ou quand il y a du Mistral, le vent dehors qui souffle, j'imagine que ce vent me pénètre et emporte toutes mes pensées négatives ou inutiles. Tu vois, le truc, machin, tu remarques toute ta journée, des conneries. Donc tu demandes à l'ange de l'air de te nettoyer. Et c'est pareil avec le feu, tu te lies au plan spirituel. Sur le plan de la terre, quand tu nettoies, tu grattes, tu imagines que même quand tu te nettoies, que tu emportes toutes les énergies négatives qui te rendent malade. Voilà. Donc on peut travailler avec les éléments, on peut travailler avec les 4 éléments grâce au biais de l'imagination, mais il est évident que si on ne maîtrise pas son imagination, eh bien c'est très difficile de travailler avec l'imagination. Voilà. Donc tant que, du coup, pour pouvoir travailler son imagination, ça implique qu'on maîtrise aussi ses émotions, ses sentiments, ses pensées. Ces désirs, ces projections impérieuses, comme ça, ces désirs impérieux. Alors bon, on peut pas, personne n'est parfait, tout le monde a ce réflexe. Quelqu'un te fait une crasse, t'imagines tu le tues, voilà, tu donnes un coup de couteau, voilà. Bon. Ce que tu peux faire déjà au départ, c'est commencer à corriger. Tu refais le film en arrière, tu rembobines. Et puis, le mec, au moment où tu vas lui donner un coup de couteau, tu transformes ton couteau en bouquet de fleurs, tu vois, un truc comme ça. Moi, je travaille là-dessus. Et ça permet d'apprendre à maîtriser mon imagination. Voilà. Alors, c'est des petites choses, voilà. Voilà, moi je dis, j'imagine, là, le mec, je lance un couteau, je rembobine, je lance un bouquet de fleurs. Parce que même si c'est un ennemi, même si c'est un salopard, même si c'est un enfoiré qui mérite des tartes dans la gueule, c'est pas l'idée de le défoncer. Et de toute façon, dans cette humanité, la vraie magie, c'est d'apprendre à évoluer. Et c'est pas en cassant des miroirs, parce que chaque personne est un miroir, et les gens désagréables sont des miroirs de notre côté désagréables. C'est pas en cassant les miroirs que vous allez apprendre à vous transformer. Donc, imaginez que vous apportez du bien à ces gens-là.
D'ailleurs, la pire chose que vous pouvez faire aux gens négatifs, c'est leur apporter du mal, du bien. Pardon. Tiens, toi, un lapsus. Là, mon ego qui est là. Donc, tu vois, mais c'est vrai que la pire chose que l'on peut faire aux gens négatifs, c'est de leur apporter du bien. Puisqu'ils aiment le mal, puisqu'ils se confortent dans le mal, à faire le mal, hein, eh ben, si vous leur envoyez encore du mal, ça les nourrit. Tu vois, c'est des salopards, c'est des chiens, et tu leur donnes de la merde, mais ils adorent ça, ils bouffent la merde, ils en grossissent, ça les fait vivre. C'est comme les cochons, tu vois, tu leur donnes de la pourriture, ils grossissent. Donc envoyez-leur du bien, envoyez-leur la lumière, de l'amour. Et donc la pire vacherie qui puisse leur arriver, c'est qu'ils se transforment et qu'ils deviennent, qu'ils aient des sentiments bons. Tu vois, c'est la pire vengeance qu'un alchimiste et qu'un magicien peut s'obtenir avec les gens négatifs. Oui, parce qu'il faut remettre les choses en place. Quels sont les enjeux dans le monde occulte? Moi, je vois des gens qui me disent, voilà, le monde va plus, c'est des forces. Alors, comment on les appelle là, les fadas, là, les intégristes, Daesh qui sont là, c'est les musulmans intégristes qui sont en train. Non, la politique, c'est comme ça, c'est ceci, c'est cela, ça manque de ceci. Non, les enjeux sont pas là. Les enjeux sont dans l'invisible, ce sont des égrégores. Ce sont des formes pensées. Et la vraie guerre, elle n'est pas obligatoirement aller prendre son fusil à pompe et aller combattre Daesh, par exemple. La vraie guerre, elle est dans l'invisible. La vraie guerre, elle se fait au niveau de l'inconscient collectif. C'est une guerre entre les ténèbres et la lumière. Voilà. Alors, pour celui qui veut devenir un vrai alchimiste, ce qu'on appelle l'art de la lumière, l'art des transmutations, une autre définition de l'alchimie, du mot alchimie, qui vient de Al-Shumi, et Fulcanelli fait une cabale, il nous dit en fait c'est permutation de la forme par la lumière. Donc celui qui travaille dans l'art magique des transmutations, il travaille dans l'art de la lumière. Et donc évidemment, il est évident que quand on prend dans l'art magique le chemin du guerrier, puisqu'on travaille avec des esprits, on travaille avec des forces, des énergies, il y a des énergies négatives, des forces ennemies qui sont les forces des ténèbres. Donc là on travaille contre les forces des ténèbres. Et le meilleur moyen de voir et d'agir aussi dans le macrocosme par rapport à cette recrudescence de forces ténébreuses, qui est un peu normal. La nature a mis un peu du lest aux forces négatives pour faire tomber un vieux monde. Mais malgré tout, par rapport à ces forces-là, c'est d'arriver, nous, à travailler pour les forces de la lumière. Des forces constructives, des forces d'évolution. Alors, je ne veux pas tomber dans la dualité primitive, hein, etc. Il y a un temps pour tout. Il y a eu un temps pour les ténèbres. Comme tu prends une graine, tu la jettes dans la terre, eh bien, il y a une phase où la graine, pendant tout l'hiver, va rester dans la terre, sombre et noire, ténébreuse. C'est le temps d'évolution qu'on a eu, nous, pendant un temps. Temps de maturation, on va développer l'ego, les forces de la puissance de l'ego, etc. Donc tout était basé sur les forces de guerre, du plus puissant, du plus fort, de l'ego qui est plus en avant. Maintenant, ce temps est fini. C'est les forces de la lumière, car à un moment donné, il y a un temps pour les ténèbres et il y a un temps pour la lumière. De la même manière que Saint Jean nous a dit que la lumière est née et jaillit des ténèbres, de cette même manière, dans l'art des transmutations, quand on a fini l'art je dirais, de la gestation, que l'homme commence à vouloir devenir un vrai magicien, à prendre contrôle, à devenir un être responsable et plus un enfant ou une graine ou je ne sais pas ce que c'est moi, quelque chose en gestation, il va devenir un vrai acteur dans cette vie, la lumière va commencer à sortir des ténèbres. Et donc là, c'est un acte. On va commencer à reprendre force sur ces forces inconscientes qu'on appelle ténébreuses, qui sont nos pulsions, voilà, il m'énerve celui-là, j'imagine que je le tue, ces forces comme ça. On va reprendre pouvoir dessus pour faire triompher la lumière. Et en faisant triompher la lumière, on fera triompher la lumière à l'extérieur. Puisque nous sommes un microcosme à l'image du macrocosme, on peut dire qu'il y a une résonance entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, et qu'une des meilleures manières que le magicien puisse agir dans ce grand monde, c'est d'agir dans son petit monde. En apprenant à maîtriser ces forces chtoniennes, hein, et en fait c'est là qu'on s'aperçoit que les ténèbres, ce n'est rien d'autre que de la lumière non manifestée, non organisée, en mettant de l'ordre dans ces forces chtoniennes, en apprenant à maîtriser son imagination, ses pensées, ses émotions, le mage reprend le contrôle, il reprend sa baguette dans son microcosme, dans son monde. Et par résonance, il va ajouter dans le macrocosme un peu plus de lumière. Il y avait un rituel, je crois que c'est chez les
pop, alors je ne sais pas si c'est pour la Pâques ou pour Noël, où ils se retrouvent tous dans une église ou un temple, enfin bref, ils se retrouvent tous ensemble, et il y en a un qui allume une bougie. Tout le monde a une bougie à la main. Il fait nuit noire. Il y en a un qui allume la première bougie, il la passe au voisin, qui lui la passe au voisin, qui la passe au voisin, et ça fait tache comme ça. Et à la fin, toute la pièce devient illuminée. C'est exactement comment les choses se passent dans le monde invisible et avec les égrégores. Si vous voulez agir dans le grand monde, commencez à allumer votre lampe intérieure. Et votre lampe, quand elle brillera, quand vous allumerez une lumière, il y aura toujours un voisin qui prendra sa bougie, qui s'illuminera. Un voisin occulte, pas un voisin géographique de votre bâtiment. Là, on est dans le domaine de l'occultisme. Et dans l'invisible, il y aura des gens qui sont proches de vous au niveau affinité, c'est pas proche de vous géographiquement, des esprits. Et quand vous illuminerez quelque chose en vous, vous allez illuminer ailleurs. Les choses vont se faire en résonance. Un petit peu, vous voyez, comme une réaction en chaîne. Voilà comment les occultistes actuellement, dans cet âge de ténèbres, je dirais, et cette fin d'âge de fer, ou fin de la Kali Yuga, quatrième âge de la déchéance de l'humanité, cette période de l'apocalypse, on dira, de fin de monde, de ce monde de l'ego, c'est ça qui meurt, c'est pas le monde entier. Eh bien, dans cette fin-là, vous avez toute une partie de gens qui commencent à préparer le nouvel âge, qu'on appelle l'âge d'or, avec la venue du Verseau d'ailleurs, et qui commencent à développer en eux-mêmes leur propre lumière. Et chacun, pierre par pierre, ou cellule par cellule, qui va s'illuminer par cette réaction en chaîne, nous allons commencer à bâtir un nouveau monde. Et ça, c'est de la très 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 haute magie. Elle n'est pas spectaculaire, c'est sûr, on ne déplace pas des objets à distance, on n'envoûte pas son voisin, on n'envoûte pas des sorts, on n'emmerde pas les gens, on ne fait pas de la magie noire, parce qu'on respecte le libre arbitre. Alors voilà, tiens, un fondement de la magie. Le fondement de la magie, un des fondements, deux fondements de base qui est important à savoir, quand on s'amuse à rentrer dans le monde occulte, on récolte ce que l'on sème, toujours. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, on ne viole pas le libre arbitre. Même qu'on veut changer quelqu'un contre son gré parce qu'on voit qu'il va vers une impasse, on ne peut pas violer son libre arbitre. C'est impossible. Dieu lui-même ne viole pas notre libre arbitre. Alors qui sommes-nous, nous, magiciens ou quoi, pour pouvoir violer le libre arbitre de quelqu'un? Si quelqu'un a besoin d'aller se fracasser la tête contre les murs, c'est son problème. S'il le veut vraiment, on peut lui dire, on peut suggérer, on peut apporter de la lumière, mais on ne peut pas forcer. On ne peut pas violer le libre arbitre des autres. Voilà, donc pour en revenir à cela, vous voyez à quel point l'art des transmutations est un travail énorme, parce que en travaillant, puisque nous sommes un microcosme sur l'image du macrocosme, vous comprenez bien que quand vous commencez à travailler en vous-même, à vous transformer, vous participez à l'évolution du monde entier. C'est énorme, c'est énorme. Que dire encore, vous comprenez pourquoi notre nature est si difficile à changer. Parce que, alors les alchimistes appellent ça le poids de l'art, le poids de nature, pardon. Le poids de nature, c'est la force d'attraction, la force de précipitation que nous avons en nous. Donc nos bas instincts qui tirent toujours vers le bas, cette nature qui ne veut jamais changer, qui est toujours là, blablabla, et qui vous tire toujours vers le bas. On appelle ça le poids de nature et on le retrouve dans le plan physique à travers la force d'attraction. Tu as vu, il n'y a aucun effort à faire pour tomber par terre. Aucun effort à fournir, c'est pour ça qu'on l'appelle le poids de nature, c'est une force de précipitation qui est naturelle. Eh bien, vous comprenez pourquoi c'est si difficile, parce qu'en fait, quelque part, arriver à se transformer, c'est arriver à se porter son propre poids, à supporter son propre poids. Et le but de l'alchimie, c'est d'obtenir ce qu'on appelle le poids de l'art, qui est le résultat du travail de l'artiste, et qui sont les forces de sublimation, les forces de lumière. La nature nous donne les premières énergies brutes, épaisses, les forces de précipitation sont liées à la matière. Et l'alchimiste va essayer par les sublimations, par extraire la lumière des ténèbres, par une organisation, par son travail, à élaborer ce qu'on appelle le poids de l'art. Mais vous comprenez pourquoi c'est si difficile donc de changer, de réaliser ses hautes aspirations, d'évoluer, parce qu'on porte son propre poids. Mais son propre poids, puisque nous sommes un microcosme fait à l'image du macrocosme, arriver à se supporter, à porter ces instincts, ces bassesses, ces petitesses, à les faire évoluer, à les faire avancer sur le chemin de l'évolution, à porter son propre poids, revient à porter le poids du monde, puisque nous sommes un microcosme fait à l'image du macrocosme. Donc vous voyez, ça paraît pas grand-chose, mais arriver à se transformer, à changer ses petitesses, à arriver à transformer ça, à transmuter,
hein, à porter son propre poids de nature, revient, comme Atlas, à porter le poids du monde. Donc c'est un levier. C'est un levier. Avec ce petit monde, vous pourrez agir dans le grand monde. Alors évidemment, en magie, comme je disais toujours, la force d'incarnation, de matérialisation, ça implique aussi le grand incarnateur, c'est le maître du temps. C'est le temps, c'est Chronos. Hein, on présente Saturne avec une faux qui coupe les pieds du Mercure volatile. Hein, pourquoi il coupe les pieds? Pour le faire tomber, pour l'incarner donc. Hein, eh bien, c'est pareil pour incarner les esprits, pour incarner les hauts idéaux qu'on a découverts, pour incarner cette lumière qu'on a éveillée en nous-mêmes. Dans ce monde-là, il faut le temps. Du temps et l'intensité. Voilà les grands secrets de la magie. L'intensité d'un désir, de votre amour, de que vous voulez quelque chose, et avec le temps, la persévérance. C'est-à-dire, même si vous échouez, vous vous relevez, vous continuez, vous continuez. Maintenir dans le temps l'intensité d'un désir, d'un idéal, vous le réaliserez toujours. C'est de la très haute magie, ça. Voilà la magie. Voilà, nous sommes déjà dans l'art magique des transmutations et l'art magique des réalisations, parce que l'alchimie, c'est pas que la transmutation, c'est la réalisation. On veut obtenir de l'or, on veut obtenir la pierre philosophale, on va la réaliser, on va la bâtir, on va la construire. À tel point d'ailleurs que, certains ont une des allégories de la pierre philosophale, c'est bâtir le temple de Salomon. Alors certains vont bâtir leur temple divin, ou la Jérusalem céleste, par exemple, pour les chrétiens. Donc c'est un travail de bâtisseur. Et là, nous sommes dans Coagula. Et c'est là que vous allez vous apercevoir que toutes ces forces qui étaient contre vous au départ, qui était votre ego, qui vous limitait, ce poids qui vous rabaissait plus bas que terre, va devenir une force, un pouvoir. Une fois que vous aurez pris pouvoir, vous aurez pris le dessus sur ce pouvoir qui vous écrasait, qui vous piétinait, qui vous plombait par terre. Une fois que vous aurez pris votre pouvoir dessus, vous aurez pris le dessus sur ce pouvoir d'écrasement, vous aurez le moyen de pouvoir incarner les esprits. Et ce pouvoir qui était une source de malheur va devenir source de bénédiction, car c'est grâce à lui que vous allez pouvoir réaliser vos rêves, pouvoir les concrétiser. Coagula. Votre imagination qui vous jouait plein de tours au départ, quand vous étiez gamin, regarde qu'on est petit, on est submergé par les images de terreur, par les cauchemars, par les rêves, par les peurs, par des monstres qui sont partout cachés derrière le porte-manteau la nuit, on appelle les parents, on a peur, etc. Cette imagination terrible qui nous manipule, qui amène des gens à s'entretuer, parce que c'est uniquement l'imagination. Pourquoi les gens ils se disent, voilà, celui-là, il est... c'est une race impure, il faut le tuer, sinon ils vont nous contaminer. Voilà. C'est l'imagination, c'est rien d'autre. Les mecs, ils imaginent, tu vois, ou ils imaginent qu'il y a un complot. Et ça devient vrai, parce que c'est ça la magie. La magie de l'imagination fait réaliser les choses. Je ne sais pas si tu vois, comme par exemple, comment on travaille sur l'imagination à travers les publicités à la télé, à travers la politique. On éveille notre imagination. Alors on te fait voir des gros méchants, les gens ne sont pas méchants, mais on y croit. Après, on rentre en guerre. Après, il y a toute une machinerie qui rentre dedans. Tu vois, même on peut se demander finalement si même tous nos guerres, nos armes les plus élaborées qui sont les unes que les autres, ne sont rien d'autre que la réalisation d'une imagination débordante du gamin. Tu vois, quand tu vois le gamin qui joue avec des DJI Joe, il a des monstres, il a des trucs. Voilà. Donc il est impérieux de reprendre pouvoir sur son imagination pour devenir un vrai mage, et puis aussi pour ne plus être dans ce monde de chaos, parce que notre imagination chaotique, elle nous maîtrise, elle nous manipule. Et là, on se fait manipuler par des forces et par des esprits. Ils ne sont pas les nôtres. Nous sommes, au départ, nous sommes divins profondément en nous-mêmes. Nous sommes la lumière. Mais nous sommes pris par ces forces chaotiques, qu'on appelle d'ailleurs l'ego, dont la synthèse donne l'ego. Ces conflits, ces peurs. Et donc, la plus grande magie consiste déjà à maîtriser son imagination, à la chevaucher, devenir un jour un vrai kabbaliste, caballeros, maîtriser son imagination. Voilà. Pour réaliser les plus belles choses, non seulement pour soi-même, mais pour l'univers. Pour l'univers, pour notre monde, déjà, pour le monde des hommes. Puisque nous sommes des hommes, nous pouvons agir dans le monde des hommes. Et il y a des résonances, c'est ça qui est fort avec la magie. Donc plus vous allez résoudre des problèmes, plus vous allez vous affranchir des esprits négatifs. Et des gens qui émettent ces esprits négatifs. Plus vous allez vous élever, plus vous allez vous affilier avec des esprits amis, des esprits puissants, des esprits élevés. Alors c'est bien beau de dire je fais de la magie, j'apprends à faire des incantations et je force des esprits à agir en mon nom. Il y en a qui le font et ça marche, mais si, ça marche. Il y en a qui le font, ils forcent l'ange de l'air à faire ceci, l'ange du feu à faire cela, il faut tomber la foudre. C'est très bien.
Mais si vous, en vous-même, spirituellement, vous n'êtes pas au diapason avec les esprits que vous voulez commander, les esprits ne vous obéissent pas. Alors vous pouvez les forcer par des artifices, par des objets, des talismans, par des rituels. Mais ces esprits-là, vous les forcez, vous mettez de la disharmonie dans la nature, hein, dans le monde des esprits de la nature. Vous obligez des élémentaux à faire un autre travail que la nature leur a donné. Et ces élémentaux-là, ils sont forcés parce que vous avez des techniques, des machins, admettons. Mais le jour où ils peuvent, ils se retourneront contre vous. Donc là, une autre magie aussi, c'est si vous voulez avoir des liens avec des esprits, que des esprits vous servent, vous êtes obligé de monter en vibration. Plus vous voulez travailler avec des esprits élevés, plus vous devez vous élever en vibration. C'est très important. C'est comme ça que dans l'invisible, dans le monde occulte, les esprits voient de suite, vous portez en vous-même des grades. Vous avez des médailles, des machins, comme à l'armée. Hein, on vous voit avec des grades et ils vous obéissent ou pas suivant ce que vous avez réussi à dépasser. Vos peurs, votre haine, votre colère, vos envies. Tout ce que vous avez surmonté, ça vous donne un grade de plus. Et dans le monde invisible, ça vous donne un pouvoir, un moyen d'agir dans le point. Et là, les esprits vous obéissent. Et là, les esprits, ils vous apportent plein de choses. Voilà un petit peu, je vous montre d'une manière un peu chaotique. On est un petit peu dans la voie du chaos, hein, dans la voie du fou, là, avec cette histoire d'alchimie et magie. Hein. D'habitude, je fais des conférences beaucoup plus structurées, organisées. Mais je crois que la voix du fou a parlé un peu en moi. C'est dans l'art des passages. Bon, je ne suis pas très sage. Donc, je vous ai présenté un peu pêle-mêle, d'une manière chaotique, cette science de la magie, qui n'est pourtant pas chaotique en soi. Alors, il y a une magie du chaos. Hein, on en a parlé tout à l'heure, d'ailleurs, hein, quand je vous parlais de la voix du fou. C'est surtout utile pour apprendre à déstructurer des conflits hyper structurés. Je tiens à préciser d'ailleurs dans cette dualité, on a tendance dans l'imaginaire à associer l'ordre au bien et le désordre au mal, au chaos, hein, les forces chtoniennes. C'est pas toujours vrai. Hein. Regardez, le nazisme était très structuré. Hein, il y avait des trains à heure fixe qui passaient, il y avait des usines avec des chambres à gaz et des trucs d'élimination. Donc finalement, le mal aussi peut être très très structuré. C'est là que la voie du fou s'impose, peut s'imposer. Donc en soi-même, nos propres conflits peuvent être extrêmement, contrairement à ce qu'on croit, structurés. Donc quand vous voyez qu'il y a une structuration, par exemple, au niveau de la sclérose, au niveau de nous empêcher d'évoluer, une structuration de forces négatives, il est très bon de prendre la voie du chaos, la voie je dirais la voie du fou, hein, la voie de l'imprévisibilité, la voie de la liberté. Par contre, c'est sûr, quand vous les réalisez, il va falloir structurer, maîtriser les images, structurer l'imagination, lui donner un ordre, lui donner le pouvoir. On retrouve ces deux forces du magicien, qui est la coupe et la baguette, hein, ou encore du guerrier, c'est-à-dire le chevalier avec l'épée et le bouclier. Ces deux forces-là, solve et coagula, dissout le fixe, structure négative des conflits, donc il déstructure la voie du fou, hein, chemin du guerrier, et coagule, réalise les esprits. Coagula. Ce qu'on appelle soleil et lune, c'est ce que les alchimistes donnent le nom, le soleil et lune, ils l'appellent l'enfant hermaphrodite du soleil et de la lune, qui est la pierre philosophale, qui est le pouvoir absolu. Car sinon on est des demi-personnes. En soi-même, intérieurement, on doit être les deux, femme et homme. Voilà. Solve et coagula. Voilà, c'est sur cette double nature, hein, je dirais, de l'alchimiste complet, hein, qui est un être complet, que je vais terminer sur cette réalisation qui est comment dissoudre, hein, et comment coaguler. Toute la base de la magie est basée là-dessus. Bah écoute, merci beaucoup Pascal, on voit tes paroles, en tout cas, hein, tu sais bien, comme à chaque fois. Il faut passer, c'est ce qu'on a fait, on ne peut pas t'arrêter, tu es quelqu'un vraiment de passionné, de centré dans ce que tu fais. Je peux ajouter juste une petite chose, c'est que je suis aussi énergéticien, voilà, thérapeute énergéticien. Donc je travaille, moi, là, je suis à Pertuis, près d'Aix-en-Provence. Hein. Vous pourrez me joindre sur alchimie.net, qui est mon site, hein, ou au 06 68 77 57 10, voilà, pour ceux qui veulent faire des soins. Je travaille sur le plan énergétique et j'apprends justement à dénouer les nœuds
hein, énergétiques qui sont source de souffrance, de blocage, pour pouvoir aussi réaliser les aspirations. Voilà. Bah, merci beaucoup Pascal, merci beaucoup et je crois qu'on va retenir tous une chose ici avec les auditeurs, c'est ce fameux exemple de la fameuse plonge à la piscine, parce que ça j'ai connu quand j'étais petit, donc je pense qu'il est important de ne pas avoir peur, qu'il faut se dire que Faut être fou, faut être fou. voilà, il faut être fou, exactement. Une petite question quand même, Pascal, est-ce que alors l'émission touche à sa fin, est-ce que tu penses qu'il faudrait arriver à sortir de soi pour s'observer et pour essayer de transformer cette personne. Parce que là, on est dans une prison, on est dans ce cerveau, dans ce corps. Est-ce que tu penses qu'il faudrait arriver à pouvoir s'observer de l'extérieur? Alors, je remets en place l'histoire de sortir de soi. C'est pas de soi qu'il faut sortir, c'est de ce que l'on croit être soi. C'est différent. Et la problématique est là. C'est de sortir d'une illusion de ce que l'on croit être soi. Hein, parce que ce que l'on est merveilleux. On n'imagine pas du tout, en fait. L'être humain est beaucoup plus que ce que l'on croit et ce que l'on s'efforce à nous faire croire. Nous sommes des êtres divins. Originellement, nous sommes immortels. Nous avons tous les pouvoirs en nous-mêmes. Nous sommes véritablement un microcosme à l'image du macrocosme. On a tous les pouvoirs de l'univers en nous-mêmes. Mais ce n'est pas le cas parce qu'on est dans une illusion. Et c'est de cette illusion qu'il faut sortir pour pouvoir re-rentrer dans notre vrai moi. Mais voilà, notre vrai moi est, comme je te l'ai dit, on n'est pas réalisé encore, on n'est pas fini. D'Espagnet disait qu'on est au quatrième jour de la création. Donc notre véritable moi est carrément en découverte, en friche. Voilà. Mais sortir, surtout sortir de cette. Quand je parle de sortir, c'est pas fuir son corps, par exemple. Je suis pas trop. Oh là, il y a des techniques de décorporation, de choses. Je suis pas obligatoirement pour. C'est un moyen comme un autre, mais c'est pas tellement ça qui est important. Ce qui est important, c'est de sortir de cette image obsessionnelle que l'on a de soi. Et c'est obsessionnel, tout le monde, ce qu'on appelle l'ego. C'est une image et c'est une illusion. C'est un carcan. C'est une image temporaire. Elle peut être vraie à un instant donné, mais elle n'est pas vraie dans le temps. Elle est fausse. Et c'est de ça qu'il faut sortir. Voilà, pour rentrer en soi, c'est-à-dire dans son nouveau soi, se rebâtir son nouveau soi. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas élaborer quelque chose de nouveau si on n'a pas renoncé à quelque chose de détruit, ce qui est déjà du passé. Dans l'art des transmutations, par exemple, quand tu veux aller à un endroit, c'est comme un voyage. C'est l'art du passeur. On revient à l'art des passeurs, l'art du passage. Quand je disais, tu veux aller dans un endroit, tu veux faire un voyage, c'est ça l'art de l'évolution, tu vas voyager, eh bien, tu vas quitter un endroit qui est ton état imparfait pour un endroit plus parfait. Mais tu es obligé, tout voyage commence par un départ. Tu dois quitter une pièce pour aller dans une autre. Et c'est ça l'art des dissolutions, c'est ça sortir de soi, c'est-à-dire sortir de ce que l'on croit être, dissoudre ses apparences cristallisantes. C'est ça qu'on appelle l'ego. C'est simplement un état passager, mais duquel on doit sortir, parce que c'est l'évolution. L'évolution, c'est ça. L'évolution, c'est comme... alors évidemment, l'ego prend ça comme une mort, mais ce n'est pas une mort. On quitte régulièrement un état pour aller vers un autre, tout le temps. À la fin, ça devient fluide, à force. L'ego s'y habitue, même l'ego s'y habitue. Voilà, c'est sortir des cristallisations, se libérer de certaines attentes, accroches, sclérosantes, cristallisantes, qui nous bloquent, pour éviter, comme disait le Christ aux pharisiens, parce que les pharisiens, ce n'étaient pas obligatoirement les religieux de l'époque, les pharisiens, c'est tous les spiritualistes actuels, les religieux, qui ont une image et ils les traitaient de sépulcres blanchis. Donc les gars, ils se donnent une image honorable, ils ont passé toute leur vie à se construire, à se bâtir à travers des comportements vertueux, à travers des attitudes, etc. Voilà, nous, on est dans le bien. Et une fois qu'ils sont dans le bien, ils ne bougent plus. C'est faux. C'est une perpétuelle évolution. L'art des transmutations, et c'est ça être vivant, c'est d'être en perpétuelle évolution. On imagine que nous, on va travailler, puis après, on n'a plus d'ego, ça y est, c'est fini. Ouf. Allez, terminé, c'est la retraite, c'est la perme, c'est terminé, c'est la quille. Non, c'est pas comme ça que ça marche. La vie est quelque chose qui coule. Écoute, merci beaucoup Pascal, merci infiniment. Voilà. Un grand merci. Donc voilà, tu connais mon site, voilà, kimi.net. On le mettra en lien, donc les auditeurs peuvent contacter Pascal. Est-ce que tu as des projets pour 2017, Pascal? Plein de projets, donc je ne les ai pas encore mis sur mon site. Il y aura des formations, il y aura des cours,
des cours réguliers. Il y a en 2017, hein, oui, 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 il y aura des cours réguliers. Voilà, des salons, des formations. Regardez hein, sur mon site, beaucoup de choses du côté d'Aix-Marseille. Hein, voilà. Et surtout aussi, j'assiste beaucoup sur les soins voilà, énergétiques parce que moi, je travaille dans la médecine universelle et donc un autre moyen d'appliquer cette médecine universelle, c'est aussi, moi, c'est à travers l'énergétique, hein, du magnétisme, mais c'est à travers les soins énergétiques. Et je me base sur le protocole chamanique, hein, et chamanique et alchimique, c'est-à-dire dissous le fixe, tu fixeras le volatile. Voilà, j'apprends. Je pars du principe, tu vois, par exemple, dans les soins, et ça, c'est le fondement, hein, je pars du principe qu'on a tous en nous-mêmes cette partie divine, cette lumière incroyable, qui peut tout. Parce que c'est elle qui a bâti notre corps dans le ventre de notre mère, c'est elle qui nous a fait grandir, c'est elle qui fait battre notre cœur, qui fait circuler le sang, qui fait renouveler les cellules, pousser nos cheveux, respirer la nuit, etc. Cette intelligence, cette lumière incroyable qui nous a bâti, c'est elle seule qui peut nous apporter la solution. Donc en fait, quand je travaille par exemple sur les personnes, je ne vais pas leur bombarder de lumière extérieure, je vais faire en sorte d'enlever les scories, les nœuds, dénouer ce côté qui bloque, ténébreux, hein, qui emprisonne cette lumière, de manière à ce que cette lumière puisse irradier. Et d'elle-même, c'est elle qui va donner la solution. C'est elle qui va être la médecine pour chacun. Hein. Donc voilà, moi je travaille là-dessus pour que l'énergie puisse circuler fluidiquement, puisse irradier, faire irradier la lumière en enlevant les scories, les nœuds, les choses qui empêchent cette lumière d'irradier. Et ce qui est intéressant parce que justement, c'est basé sur ce respect du libre arbitre de chacun, c'est-à-dire je ne vais pas bombarder la personne de lumière extérieure, lui imposer moi mes énergies, mon truc pour trifouiller ces machins. Je vais au contraire permettre à ce que cette partie, cette âme divine que chacun en soi puisse se manifester, puisse irradier, puisse plus être enterrée. Et c'est elle qui choisit après son mode de thérapie. Hein, voilà. Enfin, dans l'énergétique, je parle. Hein, voilà. Ça se dit sur le rayonnement. Ça peut être très bizarre. Hein, des fois, on me dit j'ai mal à l'œil gauche, mes mains, l'énergie de la personne me guide à travailler sur les pieds. Je ne sais pas pourquoi. Comme ça. Et c'est comme ça que ça marche. Une fois que tu travailles sur les pieds, la nana ressent ou la personne ressent dans l'œil gauche. Voilà. C'est comme ça. C'est le corps qui choisit, c'est cette lumière qui est en soi, qui irradie, voilà. Et c'est ça qui est important. Et je pense qu'on doit tous faire ça, plutôt que de chercher une lumière extérieure ou tu sais, des rituels dans tel bouquin ou des pouvoirs extérieurs toujours à soi. Rechercher en soi-même hein, ce que ce gardien du seuil détient. En fait, il attend que le héros qui est en nous-mêmes se réveille. Hein. Il n'est pas si méchant que ça, le gardien du seuil, tu sais, ce dragon horrible. Il attend simplement que le héros en nous-mêmes s'éveille. Hein, ils viennent à affronter ces peurs pour pouvoir rechercher ces trésors. Et donc chacun a en soi-même cette lumière. Inutile de chercher la lumière à Katmandou ou je ne sais pas où, elle est en nous-mêmes. Hein. Il faut l'accepter ça. Et parce que c'est ça être un mage, c'est reprendre son pouvoir dans sa terre, dans son microcosme. Bah écoute, on va tâcher de s'intérioriser en tout cas, pour aller un petit peu creuser tout ça, parce que je crois qu'on a beaucoup de choses, beaucoup de capacités, comme tu le dis. À nous de les retrouver, il n'y a personne d'autre qui peut nous aider pour ça. Donc écoute, merci beaucoup Pascal pour cette merveilleuse conférence. J'invite donc les auditeurs à écouter donc, la première vidéo qu'on avait faite en 2015 sur le chamanisme et l'alchimie. Donc ça remonte déjà un petit peu. Donc en tout cas voilà, plus passionnantes les unes que les autres et plein de succès pour 2017 Pascal. C'est à toi Alexis. À tout bientôt, au revoir. Au revoir chers auditeurs, au revoir.